Bonjour, je suis Claire Bouillac. Je travaille avec Catel Muller beaucoup. Beaucoup de ça que j'ai parlé pour la documentation, je pense, sur des adaptations d'œuvres littéraires, d'écrivaines avec des héroïnes. Je fais aussi de l'humour avec Jacques Rénal. Je travaille à Fluide Glacial depuis déjà pas mal d'années. J'ai été la première femme à Fluide. Et je fais des histoires courtes dans la presse et des albums partout. Allez voir. Je vous engage à aller voir, ils sont tous excellents. Ok, Régis. Oui, ben moi, Régis Sauvel, dessinateur et puis scénariste. Donc voilà, je sais qu'il y a pas mal de gens qui connaissent ce que j'ai fait. Donc La Quai de l'Oiseau du Temps, Peter Pan, Magasin Général avec Jean-Louis, Mickey, Le Grand Mort et les blagues. La dernière goutte et toujours pour le slip, formidable. La dernière goutte est toujours pour le slip. Personne ne le sait, il le connaît cet album. Ah bah si, moi Le chef-d'œuvre, mon chef-d'œuvre absolu. je n'aurais pas dit ça, mais... Et puis le dernier en date qui est La Dernière Maison juste après. Voilà. Ok. Et donc moi, Jean-Louis Tripp, également auteur, scénariste, dessinateur. J'ai fait pas mal de bouquins dans les années 80 dont plus personne ne parle parce que j'ai arrêté après la bande dessinée pendant 12 ans pour faire plein d'autres choses, mais tout sauf de la bande dessinée. Donc de la peinture, de la sculpture, des meubles, toutes sortes de choses. Et j'ai recommencé à faire la bande dessinée au début des années 2000. Et en 2003, je suis venu habiter à Montréal, c'est grâce à lui, d'ailleurs c'est lui qui m'a fait venir à Montréal, où il habitait déjà. Et comme nous travaillions dans le même atelier, c'est de là qu'est née l'idée de faire Magasin Général ensemble. Voilà. Et puis après, après Magasin Général, j'ai fait une série, enfin c'est pas une série, mais c'est comme des pièces, des bouquins autobiographiques qui se raccordent un peu les uns aux autres et qui parlent des grands thèmes de ce qui nous construit. Le deuil, le rapport au père et la sexualité. Surtout la sexualité. Important. Voilà. D'ailleurs, par parenthèse, ce soir à 21h, il va y avoir une représentation de l'adaptation du tome 1 d'Extase au théâtre, enfin un seul en scène qui va être joué ce soir. C'est gratuit, c'est à 21h. Bref. Et venez tous à poil. Hein. Venez tous à poil. C'est interdit au moins de 16 ans. C'est ça. Donc vous pouvez. Donc voilà. Alors donc venons-en donc au travail sur la documentation. Donc Claire, j'imagine que sur Francis Blaireau, pas trop de... Eh ben détrompe-toi. C'est pas vrai. Détrompe-toi parce que donc je fais une BD qui s'appelle Francis le Blaireau farceur, que je dessine sans crayonner, qui est toujours très théâtrale. Mais le scénariste travaille beaucoup sur la musique de la langue, et bien qu'il soit dessinateur lui aussi, il en a strictement rien à faire de comment je peux réaliser des choses. Il ne visualise pas du tout. Et donc il m'envoie des choses comme soudain le monde occidental s'écroule par exemple, ou le capitalisme arrive à la fin de ses possibilités. Donc il faut que je représente ces choses-là parce que c'est le fonctionnement, en fait, si vous voulez, c'est une voix off et en dessous il se passe des choses. Donc il ne faut pas que je sois redondante avec quoique le monde occidental s'écroule, il faut bien que je représente le monde occidental qui s'écroule. Et pour ça, alors j'ai un dessin qui n'est pas du tout le même que pour mes autres albums, qui est beaucoup plus une écriture. Néanmoins, je vais souvent voir, alors Internet, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, est vraiment le meilleur ami du dessinateur maintenant, mais je vais quand même voir parce que parfois je visualise pas, j'ai pas forcément l'idée d'une image générique qui va pouvoir, quand on vous dit a priori le capitalisme arrive au bout de ses capacités, qu'est-ce que vous allez représenter, comment représenter le capitalisme, comment faire une image générique de ça, une image qui peut être comprise universellement, qui représente ça. Bon voilà, donc je vais voir. Alors c'est pas de la documentation. Mais ça, tu vas te nourrir sur des trucs et ça. Après, c'est intéressant d'ailleurs parce que c'est effectivement la documentation, mais c'est une manière pas du tout telle qu'on se l'imagine. Oui, voilà, c'est vraiment, je vais aller voir comment on fait les gens sur ce genre de thème. Il peut y avoir des affiches, je pense en particulier pour le capitalisme, il peut y avoir des affiches qui vont représenter le capitalisme avec un point qui va écraser des populations, toute une imagerie qui rentre.
Parce que dans cette BD-là, je travaille beaucoup sur l'imagerie, l'inconscient collectif, les codes qu'on a. Donc bon, c'est assez occidental, hein, mais bon, c'est les codes qu'on a en Occident. Donc je vais ressortir beaucoup ces choses-là. Et parfois, je suis obligée d'aller voir ce qui a été fait pour parfois simplement me rafraîchir la mémoire, ou pour me dire, bah oui, tiens, ça c'est une bonne idée, comment je vais me l'approprier. Donc c'est une forme de documentation. Alors je te redonne la parole après, mais c'est parce que ça me fait penser à un truc. Quand on a travaillé sur le magasin général avec Régis, comme c'est Régis qui dessinait en première intention, c'était lui qui devait se taper la partie documentation graphique, visuelle. Ben oui. Et il fallait qu'il représente des trucs. Moi, je n'avais pas ça. Chercher la doc. Alors, attends, donc, on va en reparler après, mais juste, parce que ce que tu viens de dire m'a fait penser sur cette manière de la doc, qui est de l'imprégnation, parce que, en fait, Régis s'est tapé tout ce qui est documentation iconographique, visuelle, parce qu'il fallait qu'il dessine. Donc il fallait qu'il représente une cuisinière, comment c'était au Québec, les maisons, etc. Alors que moi, qui n'avais pas à dessiner au début, donc je n'avais pas ce souci-là, par contre, moi, je me suis tapé de l'imprégnation. Oui. C'est-à-dire que j'ai lu énormément de bouquins, des romans, des bouquins de doc, tu vois, vraiment de sociaux, de machins, de trucs comme ça, sur ce qu'était le Québec à l'époque, pour qu'on puisse, nous, développer notre histoire dans un cadre, tu vois, qui soit cohérent, quoi. Voilà. Pardon, du coup, on va faire un échange. En fait, c'est passionnant dans les festivals, c'est de rencontrer d'autres dessinateurs, comment ils travaillent. Là, on a c'est pour ça que, tu vois, on va profiter tout le monde. Même pour nous. Pardon, excusez-nous, on va vous laisser. Faites comme si on n'était pas là. C'est très bien pour nous aussi, c'est super. De savoir comment mais c'est un gros boulot. Comment elle est amenée, c'est très important. Mais surtout que c'est pas du tout quelque chose qu'on peut. Enfin, quand on dessine, on a un peu des questions et on se les pose entre nous. Mais moi, je vois bien, j'ai fait beaucoup d'interventions scolaires et souvent, enseignants aussi, hein, même les adultes, ils savent pas. Enfin, ils s'imaginent pas. Ils s'imaginent même pas parce que moi, j'imagine pas comment on construit une maison. Hein, je vais vous dire, les fondations, j'ai aucune idée de comment c'est fait. Pourtant, j'habite dedans, quoi. Donc, Et toi, du coup, tu allais chercher des photos ? Tu lisais des dossiers ? Surtout, alors, on avait trouvé un truc qui était formidable, c'est l'équivalent du Manu France du début de siècle. Ah ouais. Et alors tout ce qu'il y avait, c'était Sears et Eaton. C'est ça, des grands magasins. Et tu as des machins énormes. Hein. Et à l'époque, il n'y avait pas de photos, c'était que de la gravure, donc tout était dessiné. Et ça, c'était formidable. Tu vois. Alors, tu cherchais une cuisinière, comme dit Jean-Louis. Tu avais 10 cuisinières, mais bon, je m'étais rendu compte que toutes ces cuisinières-là, elles étaient faites plus ou moins sur le même modèle, tu vois, comme une bagnole, il y a 4 roues, il y a un moteur, il y a un capot, il y a des rétroviseurs, alors plus ou moins mis d'une certaine manière. Et là, bon, après j'avais fait une synthèse de tout ça, parce que j'avais pas envie de m'emmerder à chaque fois regarder la cuisinière. Voilà, ça c'est l'autre manière. Parce que moi je suis pas du tout comme ça sur les parties iconographiques. On y croyait, tu vois, on y croyait. Et là, par exemple, on devait, à un moment, je sais que ça me rendait fou. Ah oui, faire une bagnole, un vieux taco, un T4 Ford. Je vais regarder comment c'était foutu, ok, bon, j'ai dessiné, puis c'est une caisse à savon, ça bouge, quoi, c'est brinque-ballant, quoi. Mais tantôt je mettais les phares là, tantôt je les mettais là. Le pare-choc n'avait jamais la même forme, le truc, les portières c'était pas pareil et tout. Et Jean-Louis rectifiait. Moi je voyais tout de suite le truc, tu vois. Ouais, bah oui, que c'était pas pareil, moi je suis beaucoup plus rigoureux sur cette partie-là, alors que lui, c'est pour ça que c'est intéressant, tu vois. Parce que lui, c'est vraiment, comme il dit, une espèce de synthèse approximative. Le pire, c'était la moto. Ah oui, la moto. Il a aucune idée de comment ça marche une moto. Donc, tu vois, le cylindre, ça ressemblait à rien, quoi. Non, mais je te défie que n'importe qui, à part un connaisseur de moto. Non, mais des fois, tu dessinais un moteur, mais ça ressemblait même pas à un moteur moto. Il y a quand même un cylindre, tu vois. Ouais, mais les gens, ils disent moto. Bon, alors, donc, je me suis retapé à chaque fois, tu vois, la moto, de redessiner tout le parce que. Fallait bien que tu bosses un peu, quand même. Merde. Ouais. Du coup, après, si on dit moto, forcément, il y a tout refait. Ouais, c'est ça. Donc, mais ça c'est pour tout ce qui est mobilier, mais pour tout ce qui est immobilier, pour tous les décors de rue, de choses comme ça, comment vous avez ça c'était complètement inventé ça. Alors pour ce qui est du village, il y a tout inventé. On était allé. Oui, parce qu'au départ on voulait trouver effectivement un village avec une montée comme ça et avec l'église qui est forcément le pôle d'un petit village, tout se construit autour. Donc on a fait toutes sortes de petits villages québécois. On avait trouvé une église qui nous Frelichburg. On était allé à Frelichburg, qui est un petit village près de la frontière.
C'était en plein hiver. En plein hiver, avec la neige et tout. Et on avait trouvé le magasin général, parce que l'ancien magasin général de Friedrichsburg, il est transformé en truc un peu fancy, salon de thé et tout ça, mais la structure du magasin général, c'est la même, avec l'escalier à droite, quand on rentrait. Après, il a interprété le truc. Mais voilà, et la structure du village, avec l'église en haut, le cimetière derrière et la rue principale, ça vient aussi de Friedrichsburg. Après, il a tout inventé. Voilà quoi. Donc, mais après, il y avait un autre truc, c'était aussi que tu allais à Macorde, au musée Macorde. T'es allé au musée Macorde. Oui, je suis allé au musée Macorde justement pour avoir justement des petits éléments. Parce que c'est ça qui est intéressant, ce sont les petits détails qui font la véracité d'une qu'on y croit, quoi. Qu'on y croit. Mais il ne faut pas en mettre partout, parce que tu fais un truc historique et ça devient chiant pour le dessinateur, donc pour moi. Tu prends les trucs principaux, tu te dis, bon, on est dans un magasin général, donc en fait, qu'est-ce qu'il y a ? Il y a des étagères, il y a plein de petites boîtes de conserve, là. Tu en prends une. J'en étais sûr. Voilà, tu bidouilles un petit peu. Tu as beaucoup de gamelles, c'était vraiment genre. T'as des gamelles, t'as tout ce qui était manufacturé, c'était. La caisse. Oui, t'avais des caisses. Les comptoirs, non, la caisse enregistreuse. Ah oui, la caisse enregistreuse. Le modèle de la caisse enregistreuse. Voilà. Mais très vite, j'ai oublié après. Après, quand tu vois comment c'est une caisse enregistreuse, c'est pas obligé d'avoir le petit bouton là. Personne va le voir si le bouton n'est pas là. Mais c'est plus qu'il disait, faut pas faire forcément vrai, faut faire juste. Voilà. En fait, faut qu'on y croit, quoi. Voilà, c'est juste ça. Alors après, le truc, c'est que Régis, il a comme il disait tout à l'heure, les phares des bagnoles changeaient souvent d'endroit, le pare-choc était jamais le même, la calandre était différente et tout ça, donc bon, voilà. Mais dans le magasin général, si tu regardes l'évolution du truc, alors en fait tu te rends compte que la vitrine de droite elle double de volume à certains moments, de surface, puis elle se rétrécit suivant les nécessités du récit, tu vois. Dans la partie cuisine qu'il y a, c'est pareil, des fois c'est très grand, des fois c'est tout petit, des fois tu le vois quasiment pas, etc. Alors ça, moi, il a fallu, ça m'a demandé un travail sur moi considérable. Parce que moi, ça m'énervait. Moi, c'était terrible, ça. Ah ouais, tu vois, le manque de rigueur. Moi, il faut que ça soit la même. On avait dit 1m22. Mais on s'en fout, personne ne va le voir, tout ça. Mais évidemment, mais l'édition, donc c'est toujours approximatif comme ça. Ah oui. Ouais. Moi, je suis un dessinateur approximatif. Alors maintenant, je m'y suis fait. Et même un garçon approximatif. Oui, globalement, oui. Globalement, il faut le dire. Je dis toujours que je suis un mec approximatif. Voilà, donc mon dessin est approximatif. Ouais, c'est ça. Mais on y croit. Et alors maintenant que je suis en train de faire un magasin général tout seul, je t'avoue que je pense à toi et des fois je me dis fuck là, je me dis ok, je pense à Régis, personne ne va le voir, tant pis, je laisse filer. Et je laisse moi-même filer des trucs, jamais j'aurais laissé filer à l'époque, ça m'aurait exaspéré quoi. Mais voilà. Mais c'est super de bosser à deux pour ça, on apprend vraiment, on prend des trucs, on donne des trucs. Bien sûr, on en parlait tout à l'heure avec Annick. Le fait que alors il ne savait pas dessiner la nature, Jean-Louis, vraiment, c'était les arbres, c'était une horreur. Et à chaque fois, moi, ça me faisait peur, enfin, ça me faisait mal, parce que je lui faisais des arbres, et lui, il me faisait des sapins de Noël, vous savez, comme ça. Oh la vache! Mais c'est un chêne! Oui, c'est pas grave! Mais c'est vrai, j'ai fait des progrès, ça, il faut dire. Non, mais pendant 10 ans, je me suis tapé des forêts, des machins. Non, mais maintenant, c'est bon. Ah ouais, mais maintenant, je fais voilà, maintenant, si tu veux faire du Jack London, tu peux y aller. Par contre, pour les animaux, j'ai toujours pas fait de progrès, mais parce que moi, je déteste dessiner les animaux. Ah ça, oui. Et alors, putain, dans le magasin général, il y en a partout, quoi, tu vois, donc c'était vraiment pénible, ça. Mais t'avais la base. Il y en a de plus en plus, dans chaque justement, il y a les petits animaux. Ouais, ça, c'est top. De l'histoire, le canard. L'ours, le pire, c'est que ça, j'étais obligé de les reprendre, même si ça me gênait. Qui c'est qui les a mis en premier, ça? C'est lui. C'est pas un choix. Moi, j'adore vivre les petits trucs. Mais c'est pas pour les animaux, c'est-à-dire que par hasard, tu as un trou dans ton dessin, tu dis tiens, je vais mettre un chat. Tu mets un chat. Moi, je mets pas un chat. Non, mais moi, je vais mettre un chat. Et puis, je me dis tiens, il y a un canard. La première fois, je dis ce serait marrant que le canard. Il marche derrière
Serge ou je sais pas quoi, et il va au village, et qu'est-ce qu'il fait? Évidemment, il rencontre le canard, et puis il y a le chien, donc chien, chat, canard. Et du coup, on a commencé à un moment à se servir de ça comme des métaphores de l'histoire. Ouais. Tu vois, quand ils font des alliances. Par rapport à l'histoire, à la situation, exactement. Ils font des réactions, ils sont un peu comme des spectateurs. Oui. Voilà, ils sont là. Ils ont leur petite histoire eux-mêmes à l'intérieur du truc. Voilà. Après, c'est des. Et alors, le canard est jaune. Copains, Donc, le canard qui est adulte est quand même jaune. Il a le syndrome de Peter Pan, le canard. Il ne veut pas grandir et rester jaune. Et du coup, moi, dans celui que je suis en train de faire en ce moment, parce qu'évidemment, les animaux, ils sont morts. Ça se passe 12 ans après, quoi. Donc, forcément, ça a évolué. Ouais. Donc, j'ai un peu changé les taches du chien, les machins. Le chat, il a un œil. C'est un autre, il a le goût des pattes blanches. Le moins possible, parce que je voulais me resservir de tout ce que. Il a un œil comment? Tu lui as crevé un œil? J'ai crevé un œil. Oh, la vengeance basse. Ah ouais, là, c'est une basse vengeance. C'est comme ça. Et le canard va être bleu. Comme souvent les canards. Lui voulait qu'il soit rose, mais ça n'est pas rose, vraiment. Non, c'est pas ça. Tu m'as dit, écoute, j'ai un petit problème, le canard, est-ce que d'après toi, je le fais bleu ou rose? Non, mais c'est parce que je me souvenais que quand on avait fait le canard, et tu m'avais dit, il va être jaune. Je suis dit, non, mais Régis, il va être jaune. En fait, même il pourrait être rose. Alors j'ai dit non, rose non. C'est pas avec possible. Des pois. Donc je m'étais dit, peut-être on pourrait le faire rose, mais j'ai essayé, ça marchait pas. Donc, voilà. Donc il sera bleu. Bref. Donc attends, on revient. C'est plus du tout les décors là. On revient, oui, on revient sur la documentation. Claire, donc tu avais dit, alors je t'avais malheureusement lancé sur Francis, mais c'était intéressant parce que ça. Bah oui, ça et sur la partie iconographie historique. Alors, pour toi, pour dessiner tes robes à froufrou et tes machins et tous tes trucs, comment tu fais? Alors, heureusement, c'est pas des livres vraiment historiques, c'est-à-dire ça reste de la fiction. J'adapte des livres comme La Princesse de Clèves, Indiana de George Sand, un Colette. Donc, alors, plus on avance, plus simple c'est, parce que c'est vrai que Colette, on a déjà des photos, on a déjà beaucoup plus de documentation accessible. La Princesse de Clèves, ça a été vraiment rude. Ça a été vraiment rude parce qu'on n'a pas grand-chose, que même les personnages, il se trouve qu'elle est à la cour de France, donc on a quand même pas mal de documentation de la peinture, mais et donc ça, ce sont vraiment des trucs auxquels on est confronté. Et bon, voilà, on pourrait très bien laisser tomber. En plus, c'est pas de l'historique. J'ai fait une fois une BD vraiment historique où là, c'était très carré. On travaillait avec une historienne qui checkait tout et qui checkait au point de me dire parfois, ouais, c'est super, dans la narration, ça marche super bien, mais ce mec était mort la veille, donc non, il va pas faire ça, etc. On a toujours des choses comme ça. Quand on part d'une chose qui existe déjà. Après, c'est vrai que quand on fait ses propres scénarios, ce qui m'arrive plutôt sur des histoires courtes. Oui, tu prends. D'accord, hop là, et puis on change le truc, on met un chat devant, quoi. Et là, c'est pas possible. Mais là, c'est pas possible. Et c'est vrai qu'avec La Princesse de Clèves, c'est vraiment là que j'ai eu beaucoup de difficultés d'aller chercher, parce que vous allez chercher aussi comment sont habillés les gens. Et puis vous allez chercher pas seulement les châteaux, quoi, je veux dire. Et puis les châteaux, ils ont changé. Ah, quand je faisais La Princesse de Clèves, ils ont refait tous les jardins du château de Chambord. Moi, je disais, génial, super. Bon, ils ont fait les châteaux à l'identique du 18e. Donc, hop là, c'était parti, tout se passait à la Renaissance, donc c'était fini. Mais tout ça, c'est des trucs vraiment aller chercher à la fois la mode, à la fois comment ils mangent. Par exemple, dans La Princesse de Clèves, à un moment donné, Madame de Lafayette, en plus, c'est le style de Lafayette, c'est la préciosité. Donc c'est vraiment, on décrit rien. C'est pas du Zola où on vous dit alors elle avait un trou au genou. Là c'est vraiment, voilà, débrouillez-vous, elle est très belle. Et l'autre elle est encore plus belle. Merci. Donc vous êtes obligé de prendre plein de décisions, mais il y a vraiment à un moment donné, elle dit voilà, c'est le banquet de mariage. Hop. Mais moi je dois représenter le banquet de mariage. Alors comment ça se passe le banquet de mariage? Alors avec quoi ils mangent? Qu'est-ce qu'ils mangent? Vous n'allez pas leur mettre des bananes, quoi. Des trucs. Alors ils mangent du tofu. Ils sont tous. Non, c'est pas possible, quoi. Vous êtes obligé de. Ils vont regarder l'heure. Dites donc, c'est pas possible. Vous êtes obligé d'être un minimum vrai, si ce n'est juste. Et donc, vous essayez quand même d'aller chercher des choses. Moi, dans La Princesse de Clèves, j'ai vu après que... Après, j'ai découvert des choses, parce que c'est aussi une difficulté dans ce genre de bouquin, c'est qu'on n'a pas forcément les contacts
pour aller voir des gens qui sont vraiment pointus. Une fois que j'ai fait la princesse de Clèves, tout à coup, j'ai rencontré le directeur du musée de la Renaissance, des gens spécialisés, des trucs, et puis qui me disaient mais n'importe quoi, c'est cet instrument de musique, mais vous voyez pas qu'il y a 5 cordes sur le tableau? Non, là il est complètement au fond, ça se voit pas du tout, excusez-moi, vous le savez, mais bon, je vous envoie une photo, merci. Et donc tout ça, c'est des choses qu'il faut aller chercher. Je vois aussi que quand je travaille avec des historiens, ils savent comment chercher et où chercher, ce qui n'est pas forcément mon cas. Donc on apprend, etc. Mais souvent, on met un chat devant, quoi, clairement. Voilà. Nous, on a eu un coup de bol sur le magasin général, mais vraiment un gros coup de bol, c'est que au moment où on commençait, vraiment au tout début, on commençait à écrire l'histoire, voilà, on était vraiment au stade du scénario, et je suis tombé un jour sur une femme à Montréal. Et on me posait la question tout le temps aux gens québécois en disant: est-ce que tu as des grands-parents qui ont connu cette période-là, qui auraient des souvenirs, des anecdotes à raconter? Et elle me dit: ah mais moi, mon beau-frère, il est conservateur au musée de l'Amérique française à Québec. Et c'est un spécialiste du début du XXe siècle. Alors là, et donc elle nous a donné ses coordonnées. Donc le mec, on l'a contacté par mail. Au début, il nous a pris un peu de haut, tu vois, avec une bande dessinée. De la BD, qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Bon, enfin, il a quand même accepté de répondre. Tu sais, au début, on lui posait des questions. Bon, on ne faisait pas y aller trop. Et puis le tome 1 est sorti, ça a été un carton pas possible. On a passé notre temps. Le tome 1, la sortie du tome 1 à Montréal, c'était spectaculaire. On passait notre temps à la radio, à la télé, etc., les journaux, les lignes des journaux et tout ça. Et donc lui, tout d'un coup, il a pris. Et alors après, il était investi, mais à fond. C'est-à-dire, on lui envoyait des listes de questions, mais des trucs à la con, tu vois. Ça nous a fait gagner un temps fou, quoi. Ben oui. Des trucs genre, tu vas au magasin général à l'époque et t'achètes du sucre. T'achètes quoi? Comment c'est un paquet? Tu viens avec ton truc. C'est quoi la mesure avec laquelle c'est, tu vois, ce genre de truc, quoi. Donc on lui posait des questions, une ligne de 3 ou 4 questions de une ligne, et il nous répondait 2 pages sur chaque truc. Donc on avait une profusion d'infos, c'était génial, quoi. Vraiment, et ça nous a sauvé la vie, ce truc-là. On a fait une seule grosse connerie qu'on s'est traîné pendant tout le truc, mais enfin bon, personne ne s'en est rendu compte. Mais bon. Ah, tu vois. Non, mais je sais. Moi je l'ai encore. C'est quoi? Moi je l'ai encore. En fait, c'est que dans notre histoire, l'institutrice est enceinte dans le tome 1. Et ça, c'était pas possible. Parce qu'en fait, au Québec, les institutrices, c'était des jeunes filles. Dès qu'elles se mariaient, elles arrêtaient d'enseigner. Elles devaient s'occuper de leur mari, point barre. Donc elles arrêtaient d'enseigner à ce moment-là. Bon, nous, on a fait une institutrice. Alors après, bon, vu ce que devient le village, ça passe très bien, tu vois. Mais normalement, ça n'aurait pas été possible, ce truc-là. C'est la seule, mais ça, on avait commencé, on avait déjà fait ça avant de rencontrer Michel Laurent. Donc, ben oui, mais il y a plein de choses, on les découvre. Mais ça, c'est vraiment extrêmement important d'avoir quelqu'un à qui tu peux te référer, tu vois, pour vérifier les infos. Ça fait gagner un temps de fou, quoi. Ben oui. Vraiment. Surtout quand tu dois redessiner les trucs. Ouais. Moi, quand j'avais fait le cycle Zulu Blues African Bazaar dans les années 80 sur l'Afrique du Sud, l'apartheid, j'avais eu la chance d'avoir un gars qui était conseiller culturel à l'ambassade de France à Johannesburg. Donc le mec, il me donnait, tu vois, il y avait toutes les infos possibles et imaginables et tout ça, c'était génial, quoi. Il faisait les traductions des textes en africain. Ça c'est vraiment du bol, ouais. Et ça c'est des rencontres. Ça c'était. Mais c'est en cherchant aussi, pareil, parce que et en plus, alors là maintenant, on a Internet. Ça, c'est quand même. Mais dans les années 80, on n'avait pas ça. Ouais. Et moi, quand j'ai fait Zulu Blues, j'ai fait toutes les librairies de Toulouse et de Paris pour chercher de la doc sur les Zoulous. Il n'y en avait pas. Ça n'existait pas. J'ai trouvé un bouquin dans une librairie à Paris, sur le 15e étagère couvert de poussière et tout ça, qui a été mon bouquin de référence. Et après, il a fallu que je rencontre. Alors, j'allais chercher, tu t'attendais comme ce que tu racontais, tu vois. Puis à un moment donné, j'ai fini par tomber sur ce gars-là parce qu'il avait coordonné un bouquin chez Autrement. Sur l'Afrique du Sud, donc du coup, voilà, j'ai cherché, j'ai fini par le rencontrer, et ça a été vraiment hyper important, quoi, d'avoir quelqu'un comme ça. C'est vraiment de la rencontre quand tu cherches, mais cela dit, Internet, c'est vachement chouette pour plein de choses, en particulier pour les détails. Mais là, avec Mylène de Mongeau, le livre dont je parlais, qui s'appelle Adieu Kharkov, j'ai tapé Kharkov 1900, parce qu'elle est née en 1907, donc 1907, il n'y avait aucune chance que j'aille à Kharkov ou à Shanghai en 1907, donc parce qu'elle fait tout un périple, elle va en Chine, etc. Donc il fallait bien que j'aille sur Internet, et il y a plein de photos,
et c'est 2 fois la même toujours. C'est ça. Donc c'est toujours, il y en a 2 différentes, pardon, c'est toujours les 2 mêmes. En gros, quoi, celles qui pouvaient m'intéresser, c'était vraiment les 2 mêmes. Et ça, c'est un peu le problème aussi. Alors, on a l'impression qu'il y a plein de après, il y a un truc, moi, c'est un truc que j'ai beaucoup fait dans le dernier bouquin, le magasin général que je suis en train de faire. C'est parce que tu vois, le Régis m'ayant beaucoup assoupli le cuir sur la rigueur et tout ça. Donc là, c'est un bouquin qui se passe à Montréal en 1939, dans un quartier ouvrier de Montréal. On n'avait pas du tout abordé ça dans la série précédente. Donc là, il a fallu que j'aille à la pêche aux infos, mais non seulement aux infos icono, mais aussi de l'époque de tout ça. Mais sur l'iconographie, j'ai cherché ce que je trouvais. Annick est allée à Montréal, à la Société historique de Saint-Henri, le quartier en question, plonger dans leurs archives documentaires pour voir des trucs. Donc elle a trouvé pas mal de trucs, mais il me manquait quand même un certain nombre de choses. Et en fait, je me suis rendu compte que, en comparant les trucs, avec le fonds des archives de la ville de Montréal, de la Bibliothèque nationale du Québec, tout ça, que en fait, ce quartier de Saint-Henri, au niveau de l'architecture des bâtiments, etc., il ressemblait beaucoup à un autre quartier qui a été détruit. Ils ont détruit ça quand ils ont construit l'autoroute Ville-Marie, tu sais. Tout le quartier qui est, excusez-moi, ça c'est pour les gens qui connaissent Montréal, mais tout le quartier qui est entre ce qui est aujourd'hui René Lévesque et le sud de l'autoroute, là, ça a été entièrement détruit. Et quand ils ont détruit ce quartier, donc dans les années 70, ils ont inventorié toutes les maisons, tout. C'est-à-dire qu'il y a des photos avec un petit numéro devant, et la maison est photographiée, donc il y a tout ce quartier. Et en fait, je me suis rendu compte que c'était un quartier pauvre qui ressemblait énormément. Donc du coup, là, j'ai eu énormément de docs supplémentaires grâce à ça, tu vois. Et là, bon, c'est pas le quartier de Saint-Henri, mais alors pour le coup, personne ne va s'en rendre compte. Évidemment. Voilà. Oui, mais de toute façon, tu es obligé de faire des adaptations. Enfin, encore une fois, quand on ne fait pas vraiment de la BD historique, si on fait vraiment de la BD historique, en plus, il y a des spécialistes spécialisés qui viennent vous dire alors le chien du fusil à cette époque-là, il était un peu plus à gauche, vous avez fait une erreur, etc. En bande dessinée, c'est très très difficile. Il y a des chiens. Des chiens, des gens un petit peu passionnés, on va dire. Mais et en fait, moi, dans La Princesse de Clèves, typiquement, je suis allée prendre alors, quand on le connaît un peu, il y a des gens qui vont dire ah, ça c'est Blois, vas-y, on le sait, les plafonds peints c'est à Blois. Bah oui, d'accord, mais je les ai mis au Louvre parce que j'avais besoin d'une salle de bal au Louvre, voilà. Je vais aller chercher celle que j'ai, pour faire justement quelque chose de juste, quoi. On est obligé de jongler un peu. Bien sûr, pour que ça marche, quoi. Régis, parce qu'en fait, tu te débrouilles souvent pour ne pas avoir de documentation à utiliser dans tes histoires. Oui, bien sûr. Ouais. Mais néanmoins, parce que moi c'est un truc, j'étais quand même, moi je pense que je suis un des plus grands spécialistes du dessin de Régis Oisel au monde. Je connais tous les dessous de l'affaire. Et en fait, je vois bien comment toi, tu as une capacité à faire des trucs qui ont l'air d'être vrais, alors que tu n'as pas regardé la doc avant, quoi. Et c'est pas seulement sur le magasin général, mais je vois par exemple, on va prendre une méthode sur La Quête. Tu vois, La Quête, c'est un truc Heroic Fantasy, mais n'empêche que les mecs, ils sont habillés avec des baudriers en cuir, des machins, des trucs comme ça. Ça, il y a quand même, ils font vrai, tu vois. Donc, comment tu gères? Moi, ça, c'est un truc qui me fascine beaucoup, tu vois. Même sur les bâtiments, comment tu... les bâtiments, tu vois, t'inventes le truc. Parce que c'est quand même, excuse-moi, c'est quand même une manière de recracher quelque chose que t'as bien ingéré à un moment donné. Je sais pas ce que t'as ingéré. Mais en tout cas... je sais pas. T'as une grande mémoire visuelle? Assez. Mais moi, je dis souvent, je suis plutôt un impressionniste. Oui, mais ça fait vrai. C'est de l'à peu près, tu vois. C'est de l'à peu près. Ça paraît vrai. Si tu commences à gratter, donc, mais je travaille pas pour ceux qui grattent. Hein. Tu vois, les mecs dont tu parlais, qui sont des empileurs de mouches, et qui pourraient dire ah ouais, mais là le bouton il est pas. Personne, à part tu travailles pas pour 3 personnes sur la planète, tu vois. Tu t'en fous de cela. C'est pas grave, c'est amusant, mais c'est pas toute personne va le voir. Et moi, je partais du principe en disant tiens, il faut que je trouve un temple. Comment je vais faire un temple? Alors évidemment, tu as les temples aztèques, tu as les pyramides, tu as des temples indiens, tu as des temples tout ça. Tu les as vus, Il y a des temples véganes aussi. Hein? Il y a les temples véganes.
Vegan. Oui, parce qu'il y a les temples aztèques, puis il y a les temples... Je l'avais pas tout de suite non plus, dis donc. Allez, non. Les lits, la chambre jamais, c'est pour ça qu'on adore lui faire ce genre de truc, parce qu'il les capte jamais. Ah non, mais moi je suis hermétique au jeu de mots, alors J'adore. Bref, donc, les temples, donc. Oui, et donc quand tu regardes des trucs comme ça, tu te rends compte que toutes ces choses-là, toute cette architecture est basée sur les mêmes règles de construction. Enfin, les mêmes, pour que ça tienne, il faut que tu aies une assise, il faut que tu aies un toit, ceci, cela. Donc quand tu as compris un petit peu ce principe-là, et moi je mets toujours un peu de végétation dessus, ce qui fait que ça donne une patine, tu vois, tu mets un truc, un chat ou un tigre devant. Ou un gros serpent. Et voilà, tu as un morceau du truc, c'est pas la peine de tout voir, tu vois le morceau du truc, et là tu dis, ah ouais, quand même, c'est super, ça doit être un super temple. Ah merde, je le vois plus parce qu'il y a quelque chose, il y a des arbres devant, puis tu envoies un autre petit morceau. Je vais tricher comme ça, moi je suis un tricheur, toi. Ouais. Et par exemple, je me dis, tiens, je vais faire un temple, alors je vais prendre, je me souviens sur le temple dans la quête de l'eau. Non, pas la riche, celui qui était avant le temple maudit. J'avais pris un paquet de cigarettes. J'avais mis, il y avait je sais plus, j'avais une boîte devant ou une bouteille ou je sais plus quoi, et puis j'avais mis mon paquet de cigarettes devant. Je regardais la forme, toi, le volume que ça crée, si tu veux. Tu dis ça c'est intéressant. Alors tu prends le volume, tu dessines pas ça, tu te sers de la base, du volume, et puis tu rajoutes un petit truc au fur et à mesure. Tu rajoutes des lianes, des machins, des sculptures, des gravures, des machins, et ça te fait un temple formidable. Oui, comme de toute façon, tu vas pas faire le même la page d'après, t'en as un. Voilà, c'est ça. Alors tu fais une belle image avec un truc comme ça qui rend les trucs crédibles. Et à l'époque, moi je sais que j'étais un petit peu sensibilisé par le mégalithisme. Donc il y avait beaucoup de mégalithes. Des mégalithes, des dolmens, des machins. Et à chaque fois, si tu veux, si je faisais du mégalithisme, enfin une impression de mégalithisme, j'allais pas mettre 16 mégalithes, j'allais en mettre 9, parce que 9 c'était le nombre de la Renaissance, de renaître, hein. Ou des choses comme ça. Tu savais que si tu avais un grand menhir, normalement l'ombre portée du menhir t'amène, le bout de l'ombre t'amène normalement sur un dolmen ou sur un temple ou sur quelque chose. Donc je faisais ça, mais personne ne le voyait, sauf un jour, j'ai reçu une lettre d'un mec, apparemment un spécialiste, qui me dit j'ai vu votre truc, mais alors comment vous avez trouvé ces solutions-là? Parce que tu sentais qu'il je n'ai pas gardé malheureusement la lettre, je ne sais pas où je l'ai mise, et lui il avait détecté tous ces petits trucs, ces petits trucs de justesse, mais qui sont des trucs, comme je te dis, c'est pas, personne ne le voit. Moi je le voyais parce que je m'intéressais au sujet, mais voilà, je faisais des choses. C'est une forme de documentation, cela dit. Oui, bien sûr. Et à la fois de documentation, mais d'avoir une logique dans la géographie du lieu. Toi, tu dis, ah ouais, putain, ça n'a pas l'air d'être n'importe quoi ce truc-là, toi. Mais si. Voilà. Mais bien sûr que si. C'est n'importe quoi, mais il y a une petite référence qu'il faut connaître, hein, évidemment. Ouais. Voilà. Alors, mais pour ce genre de choses, et puis c'est formidable l'Heroic Fantasy pour ça, parce que tu es capable, tu peux faire tout et n'importe quoi. On s'en fout. De toute façon, on s'en fout du moment qu'il y a cette impression de justesse, de réalité. Quoi. Alors, je fais une petite parenthèse parce que je t'ai lancé là-dessus pour une raison précise, c'est que j'ai écouté ces derniers jours un podcast que je vous recommande fortement d'écouter si vous êtes intéressé à la bande dessinée, qui s'appelle Dans l'atelier 2. C'est sur toutes les plateformes et c'est un journaliste professionnel qui s'appelle Paul Satis et qui va dans l'atelier des dessinateurs. Je crois qu'il en a fait 70, ouais. Voilà. Et donc il y a parmi les podcasts les plus intéressants, il y a le mien évidemment et il y a celui de Régis, 3 heures, 3 voilà. Et en fait ce que tu viens de dire là, j'espérais que tu disais ça parce que tu le dis dans le podcast justement sur exactement ça. Quand tu dis l'histoire du paquet de cigarettes, etc., ça parce que je pouvais illustrer, j'ai un tel bordel sur ma table que je lui avais pris, c'était pas un paquet de cigarettes, mais j'avais pris. Je lui dis, regarde, si tu le regardes comme ça fait rien. Si tu le regardes comme ça, un petit peu juste là, tu vois, tu coupes là, ici, toi, t'as pas. Ça. Voilà. Donc je vous encourage fortement à aller écouter ces podcasts, pas seulement les nôtres, mais il y en a plein. Oui, il y en a plein. Je suis pas encore. C'est absolument ça va venir. C'est absolument passionnant. Bref.
Je voudrais qu'on aborde un autre aspect de la documentation, parce que je trouve rigolo, c'est comment est-ce qu'on on représente les personnages, et notamment comment est-ce qu'on représente certaines expressions, certaines postures, etc., qui viennent pas forcément du premier coup quand on dessine. Parce que pendant très longtemps, on avait un miroir, je sais pas si toi tu es plus jeune. Sûr, tu rigoles. Oui, c'est pas passé. Bon. Je suis très jeune, beaucoup plus jeune que toi, c'est quand ça, même. C'est ce que je veux dire. Je viens de l'anime, moi. Je viens du dessin animé. Bon, d'accord. Donc on avait un miroir devant, et quand on dessinait une expression de visage, on était là en train de faire des grimaces devant le miroir pour essayer de... mais moi j'ai toujours ce miroir. Voilà, toi t'as toujours, parce que t'es pas très branché technologie, mais en fait, nous on a... Toi tu as Photobooth. Tu travailles avec Photobooth? Je ne travaille pas avec Photobooth. Ah bon, alors moi je suis le seul, donc moi je travaille avec Photobooth, c'est-à-dire que Photobooth, je ne sais pas si vous connaissez, ça fait des photos en fait, c'est l'écran, c'est depuis l'ordinateur, fait une photo de ce qu'il voit en face. Et donc en fait, ça permet de faire tout. Alors moi j'ai sur Photobooth, j'ai mis des centaines d'images où je suis en train de prendre des positions, je fais des grimaces, je fais des trucs que je réinterprète après, tu vois. Voilà. Donc ça je trouve ça intéressant. Alors, donc tu fais comment toi? Alors moi c'est très simple. Alors c'est très simple. J'ai un esclave que tu fais deux esclaves, voilà. Un garçon, une fille. Donc mon fils cadet qui habite toujours chez moi et sa copine qui y est quasiment. Et donc j'envoie un SMS parce que ça par contre, eux ils sont jeunes donc on peut pas les appeler à travers l'appartement, ça marche pas. Non. Ils n'entendent pas. En fait. Ma voix est sur une fréquence qu'ils n'entendent pas. Par contre le SMS ils sont là tout de suite. J'ai besoin de 2 minutes. Alors il vient. Un peu plus à gauche, un peu plus à droite, etc. Et d'ailleurs, de toute façon, très fréquemment, les personnages que je fais, je les choisis au départ avec des personnages que je connais. Alors, bon, j'ai fait Indiana, par exemple, tout le monde me dit c'est Isabelle Adjani. Oui, parce que Isabelle Adjani, avec Catel, quand on a commencé à bosser là-dessus, on s'est dit mais c'est complètement Isabelle Adjani, ça nous a permis de construire le personnage et de définir un petit peu sous quel angle on allait travailler et ça nous donnait aussi, on la connaissait un peu quoi, au travers de ses films et ça c'est vachement bien les acteurs parce que on a souvent plein de photos d'eux. Après, dans La Princesse de Clèves, comme il disait que le prince c'était le plus beau, j'avais mis mon fils. Alors il était petit à l'époque, donc j'avais projeté mon fils aîné, si vous voulez, quand il serait grand. Alors après, dans le deuxième, j'ai mis mon fils cadet parce que ça faisait 3 ans qu'il me faisait la gueule, donc c'est mon fils cadet, le deuxième, voilà. Et du coup, c'est des gens qu'on connaît, ce qui fait que finalement, tu sais, quand tu connais les gens, tu vois tu peux diriger les acteurs autrement. Il y a aussi mon chat dedans, je vous présente Plume d'Alklitsch dans La Princesse de Clèves. Je mets des chats aussi de temps en temps. The Loisel Zouet. Les chats, c'est hyper pratique. Et donc, voilà. Mais j'adore dessiner les chats. Mais c'est parce que t'as pas de chat. Non, j'en ai eu, mais bon. Bah oui, mais t'en as plus. En fait, moi j'ai eu des chiens, mais j'arrive plus tellement à dessiner les chiens. Alors que maintenant j'ai des chats, donc et puis j'ai des enfants, donc j'arrive très bien à dessiner les enfants. Tu vois, ils grandissent, alors les enfants j'y arrive moins bien, tout ça. Et en fait, ça change. On a des les enfants, c'est chiant aussi. Ah, les enfants, c'est chiant. C'est les enfants, ça c'est chiant. Sur tous les âges, tu vois, tu sais jamais quoi, entre 3 ans et 5 ans, tu sais que c'est pas la même chose, mais 7 ans, non, c'est très très pénible. Puis alors là, il y a des spécialistes en plus. Ah oui. Allez, je fais une petite parenthèse parce qu'après je veux. Non, attends, je vais le faire dans cet ordre-là. Moi, à un certain moment, je fais poser Annick. Tu vois. Annick qui est là. Pour certains trucs, vraiment des postures, si tu veux, que je n'arrivais pas à faire. Donc en fait, le problème, c'est que quand c'est dans des trucs autobio où c'est moi qui suis censé, tu vois, moi, même jeune. On n'a pas tout à fait la même morphologie, toi. Donc je suis obligé d'interpréter. Et donc pour que ça soit déjà un peu plus facile, je l'habille avec des trucs. Donc j'ai des photos d'Annick avec une veste à moi, tu vois. Donc je me rappelle dans un père, je dessine mon père qui est en train de me foutre un coup de pied au cul. Tu vois, et donc je voulais avoir le mouvement, tu vois, vu de derrière, comme ça, avec là, tu vois. Et ça, c'est pas évident à dessiner. Donc j'ai fait une photo d'Annick qui pose donc dans un truc, mais je lui avais habillé avec un pantalon, mais godasse, pour avoir la bonne taille de godasse, tu vois, et une veste comme ça, et donc il y a des photos d'elle, elle est comme ça, tu vois, et à partir de là, après, je retravaille le truc, tu vois, ça me...
c'est comme si elle posait, quoi. Oui, Ah oui, moi, c'est l'avantage. Mais il faut d'un garçon et changer une les fille. proportions et Bien tout, sûr. tu vois. Bah, moi, j'ai un garçon et une fille, c'est bien pratique. Bon, ils sont jeunes, ça tombe mal. Oui, Mais voilà. j'ai quand même un garçon et une fille. Et comme je suis beaucoup plus cruelle et que c'est quand même des enfants, c'est chiant les enfants. C'est chiant. Tous C'est les chiant. parents Les qui sont enfants, là c'est sont chiant. d'accord. Les enfants, c'est chiant. Si on peut se venger à un moment donné, au lieu de faire des photos, je les fais poser pendant le temps qu'il me faut. Où j'ai pas. Non, c'est abouti. Et ça. Pourquoi se priver de ce genre de plaisir? Alors, en parlant d'enfants, nous, on a eu un gros avez eu un problème. enfant Non, pas ensemble. Mais on a eu un gros problème dans le magasin général. C'est la gestion. Enfin, moi, j'ai eu un gros problème. C'est la gestion des enfants par Régis. Parce qu'alors là, tu veux, dans le magasin général, ça, c'est un truc intéressant aussi à raconter. C'est qu'au début, on avait le pitch, donc l'idée initiale de Régis. Puis, on s'est mis à travailler tout de suite sur le découpage du premier album, tu vois. Donc on a commencé à découper, bon au début Félix meurt, tout ça, il y a un enterrement, ouais, des personnages, il y a des gens qui sont là, bon, voilà. La veuve rentre chez elle et tout ça, bon très bien, fin de mais on avait quelques jours, une dizaine de pages, un truc comme ça. Et ensuite, on s'est retrouvés, mais complètement bloqués, tu te rappelles? On était là, bon et maintenant il se passe quoi? Et on était figés, quoi. On ne savait pas comment démarrer cette histoire. On est resté bloqué pendant 2 jours comme ça, en disant putain quand même il faut voilà. Et tout d'un coup on s'est dit mais en fait le problème c'est qu'on ne connaît pas ce village. On ne sait pas qui habite à part le curé, le mari, tout ça. Il n'y a pas d'habitants pour nous, donc c'est flou. Et on ne sait même pas à quoi ça ressemble à part le petit village, la rue principale et tout ça qu'il avait déjà dessiné. Et le reste c'était comme voilà. Et donc là, on a tout arrêté. Et pendant 3-4 jours. Régis s'est mis sur le mur de l'atelier, il a foutu des feuilles de canson, là, tu sais, format raisin, là, donc ça fait, il a rajouté au fur et à mesure. J'ai mis ce petit dessin de la rue principale. Il a collé le dessin du village au début, au milieu, et après il a brodé autour. Et pendant qu'il faisait ça, moi j'ai listé toutes les familles. Donc je dis, ben voilà, il y a la famille Bérubé, alors c'est le père, la mère, 3 enfants, parce qu'à l'époque ils avaient des familles avec des trollées d'enfants, tu sais, bon, voilà, c'est ça. Et encore, les petites des fois familles, plus que ça, ouais. Et donc voilà, et alors donc j'ai commencé à lister ce truc-là. Bon. Et puis, on a commencé à faire l'histoire, donc de temps en temps, il y avait des. Alors on a mis après les noms sur les fermes, parce que lui il avait dessiné des fermes à droite à gauche, tu vois, un peu à l'extérieur du village. Alors ok, là c'est la famille Allaire, là c'est la famille Bérubé, là c'est la famille aux côtés, là, etc., etc. Bon. Et donc après, la scène suivante, c'est Gaëtan, le facteur arrive, il y a une lettre, et Gaëtan il part amener cette lettre dans la dernière ferme qui est au fond du village, enfin au fond le plus loin possible. Et du coup, il passe devant à peu près tous les trucs et ça permet de présenter. Et à partir de là, ça a été c'est parti. On a appris, le truc s'est déroulé, mais alors direct. Quoi. Voilà, alors il y avait des passages, il y avait 2 arbres, d'un moment un petit ponton, un petit truc. Donc ça, tu sais. Donc il y a des points de repère. Et je me demande d'ailleurs comment font les jeunes, on va pas dire les jeunes, comment font les débutants maintenant, parce qu'ils bossent beaucoup en numérique, tu vois. Et ça, ce que tu décris. C'est pas mal aussi, enfin, quand... le truc au mur, tu veux voilà, dire. le truc au mur ou le truc qui s'étale, quoi. Il y a des photos de ça, d'ailleurs, je crois que c'est dans le tome 3. Des trucs de l'arrière-boutique. Oui, de l'arrière-boutique. Oui. Alors, mais c'est pas de ça que je voulais parler. Ce que je voulais parler, c'est que donc il y avait des familles, j'avais moi créé des familles avec tous les enfants, avec leur âge, etc., etc. Rien à foutre. Mais alors rien à foutre, d'un chien, rien à foutre, tu vois. Et donc, il dessinait des enfants. Et puis, alors, bon, dans le premier tome, il a fait ça. Ok, bon, je dis d'accord. À la fin du premier tome, j'ai pris un bouquin. J'ai découpé tous les personnages qui apparaissaient dans toute l'histoire. C'est-à-dire, j'ai découpé tous les enfants, un par un, parce qu'il y en avait plein, et je les ai mis. Alors, ok, celui-là, il est de telle famille, c'est un tel. Et j'ai fait une espèce de Bible, tu vois, comme ça, avec tout l'endroit où ils étaient, la famille, le nom, les enfants, etc. Il s'en foutait, mais comme sa première chaussette. Et j'ai passé mon temps parce qu'il dessinait les enfants de Allaire qui étaient chez les Bérubé, etc., etc. Je me suis dit, mais putain, celui-là, c'est pas le... Mais on s'en foutait des enfants, ils sont tous pareils, etc., etc. Et il a fait ça avec les canards et les poules, après. Mais oui, ça c'est la roussette, c'est pas dans cette ferme-là. Non, et alors voilà, donc j'ai passé mon temps à remettre les enfants dans leurs bons trucs et tout, mais à un moment donné, j'en pouvais plus. Et alors, dans le tome 1 de Magasin Général, à la fin du tome 1,
il y a une famille, il y a la famille fantôme. Il y a une case dans laquelle il y a une famille. Ils n'existent pas. Ils ne sont pas dans le bouquin. On ne sait pas d'où ils sortent, mais ils sont dans cette case-là. Ah bon? Alors toi, je ne me souviens pas. Avant qu'ils partent, tu sais, avant qu'ils partent au bois, là, à la fin, ouais, tout ça, ouais. il y a une case avec une famille qu'on n'a aucune idée de qui c'est. De qui c'est. Toute la famille au complet, des squatteurs, tu vois, des fantômes, je sais pas. Après, Ils sont c'est pas. toi qui l'avez fait, vous savez pas qui c'est. Ils sont pas dans le village, on ne sait pas. Enfin, c'est lui qui a fait. Ouais, moi, je bien. C'était bon, moi, il a bien fallu que je dessine derrière, mais là, en l'occurrence, cette famille n'existe pas. Dans le magasin général, elle n'apparaît que dans cette case-là. Mais même quand on a fait des trucs, il y a plein de choses qu'on ne sait pas. Moi, je bosse avec une coloriste. Et parfois, elle m'envoie une image. Alors, elle dessine aussi, ce qui est vachement bien pour une coloriste, parce qu'elle comprend beaucoup les dessins. Parfois, c'est difficile. Elle me dit, bon, ça, c'est le 5e doigt, c'est un autre truc. Parfois, elle comprend pas. Je lui dis, bah non, là, c'est pas ça que j'ai voulu faire. Mais parfois, elle m'envoie des bouts d'images. Elle me dit, c'est quoi ça? Ouais. Alors C'est après, vrai, hein, des fois. j'aime beaucoup la réponse. On s'en fout, non? Alors elle est embêtée. Mais personne l'a vu, personne, Bah oui, personne, et bah oui, personne bien ne verra. sûr. À part toi. Alors sauf que quand Eh on ouais. est dedans, et c'est vrai qu'elle Après, doit tu vois lire plus que tous ça, les oui, dessins. après, tu vois plus que ça. Mais c'est surtout qu'elle doit lire mon dessin et qu'il faut qu'elle rende le truc un peu plausible, quoi, avec ses couleurs, quoi. Moi, avec le dessin, ça passait très bien, tout le monde s'en fichait, puis tout à coup, mais c'est quoi, quoi. Et ça, bah, j'en sais rien. Après, en tant que lecteur, le texte animal nous accapare plus sur le scénario, sur l'histoire, que sur le dessin. Oui, c'est vrai, Et moi, heureusement. personnellement, ça m'arrive à revenir sur une case après que j'ai Oui. lue pour revoir un peu plus. La bande dessinée, ça se lit et ça se relit. C'est ça, c'est fait. C'est pour ça que ça se voit pas. Non, ouais, c'est ça, t'es pas attentif à Mais il y a un truc qui me fascine, moi, parce que c'est une espèce de panique pour moi en tant que dessinateur. C'est comment on peut faire ce qu'on veut. C'est très compliqué de tenir les personnages. Parce qu'entre le moment au début, tu crées des personnages, donc ils t'ont travaillé le truc, bon voilà, et puis à un moment donné, on se dit ok, c'est ça, je tiens le truc, et là on commence à dessiner. Et là, c'est quand on commence à dessiner le bouquin, en fait, les personnages, on les a très peu dessinés. Et donc ils évoluent. Ouais. Et en fait, nous, on avait un double problème, c'est qu'on avait une double évolution. Lui, il évoluait, ses personnages évoluaient, et moi aussi. Et pas toujours le même truc. Et en fait, quand tu regardes un magasin général et que tu regardes les personnages dans le premier album et à la fin, ils n'ont plus rien à voir. Gaëtan, il est à peine reconnaissable. Bon, franchement, tu vois, parce que. Voilà. Et ouais. Et en fait, moi, en tant qu'auteur, ça me perturbe, tu vois, de pas arriver à tenir le truc, mais c'est impossible à faire, quoi. N'importe quel, tu peux regarder n'importe quel, même Astérix, même. Tu regardes Astérix, tu vois, Lucky Luke, n'en parle pas. Mais oui, bien sûr, ça évolue complètement, quoi. Mais ce que je trouve magique, par contre, c'est par un peu du décor, là, mais des recherches, mais le personnage, je sais pas si ça vous fait la même chose, mais je pense, il se met à vivre par lui-même. Oui. Il y a des réactions de lui-même, et tout d'un coup, il nous échappe. Et à ce moment-là, c'est là qu'on le maîtrise, en fait. Et moi, c'est à ce moment-là, quand je sens que ça arrive, que je fais ma couverture. Parce qu'en plus, sur la collection avec Catel, là, c'est vraiment des visages de femmes, donc faut vraiment que je tienne, quoi. Et c'est vraiment. Et Francis, c'est super parce que Jacques, le scénariste, Jacques Rénal, il m'envoie les scénarios écrits, pas du tout dessinés, et juste découpés case par case. Et il donne des noms et tout. Et au bout d'un moment, en fait, les personnages qui sont récurrents, parce qu'on en est au 9e tome, là, je sais quel personnage va entrer dans ce qui me dit qui arrive, en fait. Je sais lequel va réagir comme ça. Et ça, c'est lui, il a que le personnage principal qui maîtrise de ce point de vue-là. Puis après, les autres, ils s'en fichent un peu, ils me laissent faire. Et en fait, je le sais. Ils ont tous un caractère et ils vont réagir d'une certaine manière. Alors bon, ils vont réagir d'une certaine manière aussi par rapport à moi, c'est-à-dire que justement Jacques Rénal, il se fout de moi, il me dit que dans tous mes albums, il y a toujours quelqu'un à un moment donné qui va faire vous pouvez regarder, c'est vrai. Depuis qu'il me l'a dit, j'ai vérifié, c'est vrai. Donc évidemment, il y a l'acting, on met de soi, quoi. Mais les personnages, ils se mettent vraiment à exister par eux-mêmes. C'est incroyable. Mais nous, avec Magasin Général, on a un truc formidable qui s'est passé. C'est que dans le premier tome, il y a à un moment donné le nouveau curé qui vient d'être nommé, qui débarque là un peu, et il veut construire des étagères. Et donc, il va à la Syrie voir Noël, qui lui est le mécréant du village, il va jamais à la messe et il bouffe du curé à longueur de temps et tout ça. Donc quand il arrive, c'est comme le curé venait m'emmerder et tout ça, il dit non, je voudrais des étagères. Ah bon. Et de là naît une amitié
une amitié totalement improbable et indéfectible, quoi. Il y a un truc. Et en fait, on a très très vite été obligé, en fait, ils réclamaient des scènes ensemble. Oui. C'est vraiment comme ça qu'on l'a perçu, tu vois, parce que on se rendait compte qu'il y avait des moments où là, il faut qu'ils ont besoin d'un duo formidable, tu vois. Ils ont besoin de se voir, quoi. C'est ça, ils ont besoin de se voir, et puis donc petit à petit, Noël devient le confident du curé, l'autre il a des états d'âme tout le temps en train de se poser des questions, et l'autre, allez, bois une petite prune. Voilà, prends une petite prune et tout ça. Et en fait, ce qui est très drôle, c'est que il y a eu 2 documentaires qui ont été faits sur Magasin Général. Un premier qui a été fait au moment du tome 2 et du tome 3. Et un deuxième, alors celui-là, il est passé à la télé, tout ça, mais on ne peut pas le voir directement. Par contre, le deuxième, qui s'appelle Dernier Trait, lui, il est en ligne sur YouTube, et donc c'est un copain qui est venu à Montréal, puis qui a tourné un truc. Et dans ce dernier, il nous a interviewé séparément. Régis et moi, en nous demandant à un moment donné quel est votre personnage préféré. Et on ne s'était pas consulté du tout. Et Régis, il dit, moi c'est Noël Lanard, et moi je dis c'est le curé. Et alors c'est drôle, parce que en fait, tous les gens qui nous connaissent, ils disent mais qu'est-ce que c'est que cette amitié improbable, parce qu'ils sont tellement différents que moi j'ai un grand fantasme dans la vie, c'est passer un jour 24 heures dans la tête de Régis Oiselle pour comprendre comment ça marche, parce que pour moi c'est un mystère absolu. Moi je sais pas qu'est-ce que tu veux dire par là. Parce que je sais pas comment tu fonctionnes, je ne comprends pas. On est en train d'en parler là. Oui, non mais voilà. Non mais c'est ça, c'est le côté, tu vois. Et donc c'est ça. Et en même temps, il y a un gros courant d'air. Tu sais que je t'aime d'amour, mon père. Dans sa tête, prends une écharpe, parce qu'il n'y a que du vent. Bref. Et donc, en fait, cette amitié qui est cette amitié totalement improbable, on l'a reproduite dans la BD. Et un peu sur le même mode, quoi. Vraiment, et ça nous a échappé complètement. Vraiment pas. Ça s'est fait tout seul. C'est sûr. Et puis de toute façon, il faut incarner les personnages, quels qu'ils soient. Oui, bien sûr. Si tu les incarnes pas, ça passe pas. Il faut vraiment qu'on ressente. Ah bah nous, on a pleuré, tu vois, on pleurait. On pleurait, on dessinait quelques scènes, enfin moi de mon côté, toi aussi, puis ensemble, on se racontait l'histoire et puis on était là, on est con. Et d'ailleurs, moi, c'est des scènes que je ne peux pas relire. Je relis à chaque fois, je pleure. Pareil, d'ailleurs, dans le podcast avec Paul, oui, t'en parles. Oui, j'ai entendu. Stop, j'ai entendu le truc. Ouais, mais moi, c'est pareil, quoi. Mais tu vois, là, moi, rien que de parler de l'histoire de Noël du curé. C'est vrai, en fait, on est des sensibles. Les 3 sœurs qui sont méchantes. Ah ouais. Mais même à la fin. À la fin, mais oui, on a de la tendresse pour elle. Le personnage. Moi j'adore. Alors c'est dans Magasin Général. On ne sait plus trop qui a amené telle idée ou telle idée. Et puis il y a aussi des idées qui ont été refusées de part et d'autre. Moi il y a des trucs que j'aurais pas pu me dire non, ça va pas marcher. Enfin bon, bref, c'était comme ça. Mais il y a une idée, par exemple, dont je sais très bien d'où elle vient, parce que moi, c'est ce genre d'idée que j'aurais pas. Et ça me fascine. C'est l'histoire de la vieille qui plante des clous. Alors ça a été, quand il m'a sorti ça, j'ai dit, oh putain, ça c'est génial, quoi. Vraiment. Et d'ailleurs, il y avait des moments comme ça où il y avait des personnages qui étaient plus on parlait de Noël du curé. Moi, quand c'était le curé, je savais que c'était moi qui devais gérer la scène. J'ai écrit les sermons, les machins, les états d'âme, les trucs, voilà. Les trucs un peu comme le coming out de Serge aussi, ça c'est moi qui ai un peu géré le truc et tout ça. Par contre, dès qu'il s'agissait de Gaëtan, je me tournais vers Régis, je lui disais alors qu'est-ce qu'il dit Et la logique de Gaëtan, c'est Régis, quoi. C'est pas pour dire qu'il est un peu il va bien voir se balader 24 heures dans ma tronche. Et c'est ça, Noël aussi, il y avait donc on avait des personnages comme ça qui étaient un peu plus de l'un ou de l'autre. Et c'est ça qui était formidable aussi, c'est qu'on est tellement différents que ça faisait une complémentarité, tu vois. C'est tout l'intérêt de bosser avec c'est ça. C'est vachement intéressant de bosser avec c'est vraiment un autre exercice. Ah ouais, moi j'adore, vraiment. Moi aussi, mais il faut vraiment trouver quelqu'un. Et quand tu trouves quelqu'un avec qui tu es ami, moi c'est ce qui se passe avec Catel, et avec qui tu peux bosser. Et le grand truc, c'est qu'il n'y ait pas de combat d'ego, parce que ça c'est mortel. Il ne faut pas se vexer parce que là, ça fait 2 fois qu'on retient une idée à moi, sinon c'est foutu, quoi.
est là comme pour ça. faire Ça le meilleur devient album difficile, possible. ouais, Donc ouais. que l'idée Oui, de lui mais ou de moi, on s'en Nous, fout. on Tu peux pas n'arrêtait bosser pas avec de... n'importe qui non plus. Hein. Ouais, Il y a ouais. des gens avec qui tu Ah es ouais. très amis, il y a des gens avec qui tu peux pas bosser. ouais. Hein. Je pense C'est que nous, le compliqué. truc qu'on a dit le plus souvent quand on écrivait le scénario, c'est bon, je vais dire une connerie, mais. Ouais. Tu vois allez, vas-y. Alors là, tu dis ta connerie, puis l'autre, il dit ouais, c'est une connerie. Mais par contre, telle partie de ta connerie, ça pourrait être, tu vois, là, et puis et comme ça, tu finis par tricoter un truc. Complètement. Et voilà. Quoi, Et donc le décor dans la bande dessinée, monsieur. Et alors, nous sommes un peu éloignés. Non, mais après, ça fait partie du truc. Bien tu vois. sûr. Non, c'est pas le décor, c'était la documentation. La documentation, Donc là, on a pardon. quand même ratissé un peu large. Et est-ce que tu as des choses à rajouter? Parce que là, on commence à arriver un petit peu, on a tout dit. Non, je suis sûr que les gens ont plein de questions. Oui, au niveau du graphisme, Ah oui. est-ce que vous vous inspirez de choses qui ont été faites avant? Et aussi, moi, ce qui m'épate, c'est comment vous arrivez à avoir une homogénéité à 2 mains, à 4 mains plutôt. Ah, ça c'est pour nous. Oui, non, mais bon, moi je pars au du. niveau de l'inspiration, est-ce que vous documentez avant? Je sais pas. Mais on vient de parler de ça pendant une heure. Ouais, mais 1939. Vous étiez là. Au niveau du graphisme, c'est pas. Non, du style, Il y a un vous voulez dire, graphisme, du style. Oui, le style, le graphisme. Ben, le style de magasin général, c'est un mélange de nos deux dessins. Ouais, c'est Mais ça. il y a quand même il faut que ça représente une époque aussi. Ah ouais, mais ça c'est tout le travail de la documentation. Du dessin, c'est Non, pas. non, mais ça, c'est ce dont on vient de parler. Il a raison, tu dormais ou quoi? Ben oui, c'est exactement ce dont on vient de parler. Il y a une plombe qu'on parle de ça, qu'on se dit, ouais, on a pris de la documentation. Les arbres et les animaux. Les gens. Ouais, mais, C'est la non, mais je parle quand même du graphisme, c'est pas c'est des animaux, la manière dont on dessine. Ah bah oui, mais ça La après. manière dont on dessine, c'est aussi une époque. Ouais, mais ça c'est. Ben non, 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 non. On peut pas faire un truc futuriste avec des personnages. Ah bah non, oui, mais. Mais ça non, n'a rien mais à voir, bien sûr, évidemment. mais c'est autre chose. Ça, Là, c'est des mecs qui ont une casquette, ils ont une salopette. ça c'est la documentation de vestimentaire, par exemple. Ça c'est un autre aspect du truc. Effectivement. Enfin, au niveau du coloriage, au niveau peut-être du trait. Non, tu fais ce que tu as à faire, et puis en plus de ça, on était deux. Donc moi, je faisais ce que j'avais à faire, comme si je faisais ma propre bande dessinée, sauf que je la poussais pas dans le détail. Si j'avais un pli de travers ou le bras était un peu trop long, je dis Jean-Louis, il est suffisamment dessinateur, bon Il va dessinateur, rajouter un peu. pour rectifier le truc. Quoi. Des fois c'était un peu plus que ça quand même. Parce Non, que, mais bien sûr, bref. non, mais ce que je veux dire Des par fois, là, je reconnaissais même pas les personnages. la base- Mais c'est qui la base lui était- Oh, mais je sais plus. C'est un personnage. Ok. Bon, alors tu dis pas en gros plan évidemment, mais dans les petits, tu vois, il y a des scènes où il y a tout le village, quoi. Donc, alors j'avais des personnages dans le fond. Alors, il fallait que C'est ça qu'il n'aime pas faire et c'est pour ça qu'il fait ça avec toi. Mais oui, Il c'est n'allait ça. pas s'emmerder à le faire. Et il s'est pas emmerdé du tout à certains moments, je vais te dire. c'est toi qui voulais bosser avec moi. J'ai une question, c'est magasin général. Il y a un truc qui m'interpelle dedans, c'est qu'en fait, c'est une histoire d'amour qui est impossible avec Serge. C'est une histoire. Non, l'histoire est possible, c'est une Elle est histoire d'amour. possible, C'est mais pas bon. une histoire de couple amoureux. Non, c'est pas une Voilà. histoire mais disons que l'amour qui naît dans le cœur de Marie, Oui. bon, qu'elle apprend que Serge. Ouais. Voilà, bon, là il y a une petite Oui, déception, un petit deuil à mais faire. c'est un fait. Mais après, quand les hommes reviennent, qu'elle s'amourache de ces deux grands bestioles qui ont des mouches partout et qu'elle se tombe enceinte avec ces deux grands. Ah, mais on ne sait pas si c'est eux. Attends. On ne sait pas du tout si c'est eux. Oui, bon. Ah non. Oui, Nous, tout est calculé. Hein. on On ne sait sait pas, ça peut être un des deux mecs de Montréal ou un des deux frères de Tulipe, on ne sait pas. C'est ça l'idée. Peut-être qu'on ne les a pas vus grandir encore, mais si c'est des rouquins, là, ça va être peut-être. On ne saura pas lequel des deux. Là, on se dira. On ne sait pas trop lequel des deux en même temps, donc les deux frères. Mais en fait. Sur la paternité. Non, mais alors. On sort du sujet là, parce que vous en avez. Mais Oui, bon, pardon. en l'occurrence, nous, on avait, à un moment donné, on a eu ce problème-là, qui est qu'il fallait que Marie sorte du village. Il fallait qu'on la sorte du village parce que il fallait qu'elle aille vivre sa vie elle-même et qu'elle se. Aujourd'hui, on disait qu'elle fasse de l'empowerment, quoi, qu'elle soit capable de devenir. Tu vois, plus d'être soumise au regard des autres, etc., etc. Donc elle part à Montréal, bon, très bien. Et bien là, elle vit sa vie et tout. Et quand elle revient, ça a changé. Pour tout le monde, parce que les gens, ils ont compris qu'il ne fallait pas déconner là.
que s'ils faisaient chier, elle risquait de repartir. Et que ça, c'était pas possible parce qu'ils en avaient bien chié entre-temps avec la pénurie, la fameuse pénurie, là. Bon. Donc, voilà. Mais on avait un truc, c'était qu'on a essayé quand même de voir si on pouvait caser Marie avec quelqu'un dans le village. Et on n'y est pas arrivé. On a cherché. Il n'y avait pas de. À un moment, on avait pensé à Alcide, le cordonnier, mais ça ne fonctionnait pas du tout. Donc, c'est pour ça qu'elle est partie. C'est pour ça qu'on l'a sortie de Montréal. C'est parce qu'on voyait que dans le truc, ça ne marchait pas. Bon. Et donc, après, on savait qu'on serait dans une zone où il ne fallait pas qu'on sache qui était le père. Donc, il fallait que, elle vive sa vie. Et il y a eu cette histoire avec les trappeurs, voilà. Mais avant, il y a eu d'autres histoires avec le mec qui fait du baseball, là. Oui, ça c'est à Montréal. Ouais. Voilà. Donc il y a ça à Montréal. Donc du coup, quand elle revient, ok, bon voilà. Et puis il y a cette histoire avec les trappeurs. Et en fait, quand celui des deux, là, je sais plus lequel, enfin celui qui est pas celui qui s'est fait bouffer par l'ours, l'autre. Bon. Et donc il y a un truc, Mathurin. Voilà, on induit à un moment donné, par blague comme ça, que ah ouais, mais il est dans ton lit, parce qu'il dormait dans son lit, quoi. Il passe deux semaines, il quitte pas le lit de Marie, donc et tout d'un coup, il y a parce qu'à Montréal, c'est quand même un peu ouvert, ça lui a un peu secoué le Canadien quand même, tu vois. Bon, donc elle s'est rouverte à des possibilités auxquelles elle pensait que c'était mort, quoi, avant. Donc voilà. Et du coup. C'est vrai que le frère La Tulipe, au début, avec la grosse barbouze et tout ça, ça faisait pas très... On s'est dit, il y a des bestioles dans la barbe et tout, tu vois, c'est pas... Donc, on l'a relooké un peu, quand même. Enfin, c'est lui qui se relook. Il comprend, à un moment donné, que, voilà, il faut qu'il fasse un effort. Et en même temps, il est très touchant. C'est-à-dire, le fait, la façon dont il s'occupe de son frère, etc., il y a quelque chose de touchant quand même. Et Marie, elle est sensible à ça. Et puis en plus, le mec, une fois qu'il a enlevé sa barbe, c'est quand même un gros balèze, costaud et tout ça. Bon, ça, on peut comprendre que ça lui travaille les hormones à Marie quand même un peu. Donc il y a ce truc-là. Et après, il y a le deuxième qui comprend qu'il s'est passé un truc et que donc, voilà, il y a un peu quand même son frère, il sait pas, et elle voit que, bon, voilà, donc elle se dit, ok, bon, voilà. Et puis elle est, c'est pas un problème pour elle à ce moment-là. Elle décide, c'est elle qui décide de ça. Donc voilà, elle s'assume et très bien. Par contre, il y a cette différence entre celui de Montréal et puis eux, quoi. Oui, mais celui de Montréal, à la limite, oui. Voilà, alors, on peut avoir des envies différentes dans la vie, avec des goûts différents. On n'est pas obligé d'être toujours avec le même truc. Elle n'est pas bégueule, Marie. Elle est ouverte. Donc elle peut aimer à la fois... Parce qu'à Montréal, elle est quand même fascinée par le côté dandy d'un mec. Après, le joueur de baseball, bon, il y a tout le truc. Et puis après, les deux se foutent sur la gueule. Donc bon, très bien. Mais oui, mais alors, bon, c'est des costauds, tu vois. Ouais, le côté un peu... Voilà. Laver, récurer, le fantasme du paysan, du travailleur de la construction, là, tout ça, oui, bien sûr, ça peut exister. Bon. Moi j'ai une question sur la langue. Oui. Sur la langue, alors celle-là par exemple, comment est-ce que vous vous documentez sur le parler québécois? Ah non, mais là, c'est pas... Alors, bon... Les expressions. Là, on a un débat. Mais bon, vas-y. Parce que dans le podcast, il dit beaucoup de conneries là-dessus. En réalité, au début de Magasin Général, on a... Non, mais c'est pour ça... Non, mais je vais dire... C'est mieux. Voilà. Je sais ce qu'il va dire. Ouais. Donc, je vais dire la vérité. Vas-y. Non. Alors... on n'a pas la même histoire avec le Québec, Régis et moi. Régis, il est arrivé au Québec parce qu'un jour, il y avait une carte du monde, il a fait où est-ce que je pourrais aller, boum, c'est tombé sur Montréal. Donc je exagère, c'est pas ça, mais il fait vraiment un peu ça, quoi. Il n'était pas prédestiné spécialement à aller au Québec, tout ça. Moi, j'ai une autre histoire avec le Québec. Moi, j'ai une histoire qui remonte à mon adolescence, les chansons de Charles Bois, de Beau Dommage. Mon premier voyage au Québec, c'est en 89, je suis complètement tombé amoureux instantanément, voilà, donc je suis après revenu 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, 6 fois. À la 7e fois, il y a Régis qui est parti là-bas, et lui me fait venir au Québec. Bon, très bien, donc j'enseigne à l'université pendant 2 ans, et on commence Magasin Général. Et quand on commence Magasin Général, on n'a pas du tout, lui, il vit à Outremont, qui est un quartier où il y a beaucoup d'expats français, parce que c'est là qu'il y a le lycée français, donc il a surtout des amis français. Moi, j'ai que des amis québécois.
Donc c'est pas la même histoire, quoi. C'est pas le même truc. Ce qui fait que quand on commence le magasin général, je dis tout de suite, c'est moi qui propose que ça se passe au Québec déjà, l'histoire, parce que c'est dans l'idée de Régis, c'était en France que ça se passait. Donc j'ai dit ok, on fait l'histoire. Alors là il dit oh super, parfait, bon très bien. Et là j'ai dit et les personnages vont parler québécois. Et là il me dit non, parce que lui il comprend pas. C'est pas, il a du mal quoi avec ça, c'est pas, il trouve que c'est bizarre le québécois. Bon. Donc, alors que moi je parle avec mes amis québécois depuis 10 ans à ce moment-là. Bon. Donc j'ai dit les personnages, il faut qu'ils parlent québécois. Et donc Régis ne voulait pas et Casterman ne voulait pas. En disant on va vendre 90% de nos bouquins en France et les Français ils vont pas comprendre. Bien entendu les Français ils sont cons. Et, bon. Moi j'ai dit non. Les Québécois font des efforts pour comprendre des séries françaises à la télé où les mecs parlent en argot des cités, tu vois, des banlieues, etc. Et ben les Français ils font un effort pour lire un magasin général avec un truc qui soit grammaticalement, syntaxiquement correct pour du Québécois. Voilà. Pas parce que lui il voulait qu'on fasse que les mecs ils disent tabernacle de temps en temps, tu vois. Alors ça c'était pas possible pour moi. Bon. Donc ça a été un combat, vraiment, ça a été un bras de fer. Beaucoup de conneries, ça a été un vrai combat, un vrai bras de fer. Non mais attends. Et heureusement, à un moment donné, on a tranché la question en faisant rentrer dans l'équipe. Heureusement, je suis bien d'accord. Il y avait un Québécois. Non, mais parce que moi, c'était juste pour donner une idée du truc. Bon, voilà, mais c'était pas bon, je le sais, mais je voulais pas le faire tout seul. Mais justement, c'est moi qui ai eu l'idée de faire rentrer Jimmy Beaulieu, qui est un auteur québécois, qui avait l'avantage d'être un auteur, premièrement, deuxièmement, un bon dialoguiste, donc, et deuxièmement, d'avoir fait une résidence en France. Il avait fait une résidence en France pendant 1 an, à Angoulême, et donc il savait ce que les Français étaient capables de prendre aussi du québécois, comme Annick, elle sait que si elle va trop dans le truc, ben, elle peut le faire exprès, mais là, elle va paumer les gens, donc il faut adapter le truc. Donc c'est ça qu'on voulait, nous. Moi, ce que je voulais, c'était avoir un truc qui soit syntaxiquement inattaquable, que les Québécois ne viennent pas nous emmerder, parce que juste au moment où on commençait chez Magasin Général, il y avait un bouquin de Fred Vargas qui venait de sortir. Et alors Fred Vargas, elle avait fait, c'est très étrange d'ailleurs, parce que normalement elle est plutôt rigoureuse, c'est une scientifique à la base, quoi. Et elle s'est fait avoir complètement, parce que c'est l'ex de Edmond Baudouin. Edmond Baudouin, ils ont un fils ensemble, donc. Et Edmond Baudouin, il a enseigné à l'Université du Québec en Ontario. C'est moi qui ai pris sa suite à Edmond, c'est pour ça que je suis parti. Et Edmond, c'est un niçois, quoi. Bon, voilà. Et quand elle est venue le voir, elle a voulu faire un bouquin qui se passe à Gatineau, justement, là où il y a l'université, tout ça. Et Edmond, il a dit, mais Galinette, tu vas voir, moi je vais t'expliquer le québécois. Alors, il parle comme ça et tout. Et elle a écouté. Et donc, elle a fait un truc, mais qui est une catastrophe. Et donc, quand le bouquin est sorti, on écoutait Radio-Canada, pendant 1 mois, à longueur d'antenne, il se foutait la gueule de Fred Vargas. Nous, on a dit, hop, là, et ça, c'est ça qui a convaincu Régis qu'il fallait faire rentrer un Québécois dans l'histoire. Donc là, on a fait rentrer Jimmy Beaulieu, et du coup, dans la répartition du boulot après le dessin, quand c'était fait, on s'est rendu compte très vite qu'il fallait, pour gérer la couleur avec François Lapierre, il ne fallait pas qu'on soit 2 à parler parce que c'était compliqué. Donc certes, c'est Régis qui a géré tout le travail avec la couleur, et moi j'ai géré tout le travail des dialogues avec Jimmy Beaulieu. Donc je faisais des séances de travail avec Jimmy, j'écrivais aussi en québécois que je pouvais. C'était pas parfait, mais enfin bon, il y avait l'intention et tout ça. Et après, lui, il me reprenait en disant, ouais, non, là, on dirait pas ça comme ça, c'est comme ci, comme ça, blablabla. Donc, du coup, quand le bouquin est sorti, on était inattaquables. Inattaquables. Et non seulement ça, mais en plus, ils ont été, je pense, vraiment touchés qu'on fasse cet effort-là. Tu vois, que ça soit ça. Et du coup, mais en plus, ça a marché là-bas, mais ça a marché en France. Parce que dès la sortie du premier tome, rappelle-toi, les gens venaient nous voir en disant, ah, puis alors le Québécois, toi. Donc là, interview après le premier tome, j'avais mon Régis qui disait pour nous c'était très très important que les personnages parlent québécois parce que vous comprenez, on vit au Québec et tout. Ah ben alors là, je peux sortir les interviews, hein. Je peux sortir les interviews, tu vois. Et je me rappelle la première interview où tu as dit ça, c'était sur France Info. Ça, je m'en souviendrai toujours parce que je ne l'ai pas vu venir, quoi. Tout d'un coup, il dit non, ce personnage sont québécois, vraiment, c'était très important parce que nous on habite au Québec, donc on a voilà. Mais c'est bien.
toucher c'est des bien, coups. ça veut dire que tu es capable Oui, mais de- j'allais dire, et alors à la fin, le pire à la fin, c'est-à-dire que ça a été pour le premier album, le deuxième album, le troisième. On montait à chaque fois. On commençait même nous, à préciser le québécois, même d'une manière un peu juste. Mais il y avait toujours notre gendarme derrière qui remettait les choses en place. On disait non, ça on peut pas dire ça comme ça, il faut le dire pas autrement. Bref, et au fur et à mesure, on se passait de moins en moins De plus en plus. de Jimmy, qui lui, là du coup, il venait juste pour Ajuster, pour corriger en disant ah là c'est très bien. Et à la fin, cet enfoiré là, il me dit oh, putain, maintenant les Français ils adorent le québécois, il faut refaire tout. Non, c'est pas ça. Alors attends. Tu vois, il dit toujours des conneries. Donc je rectifie. Non, je sais. Alors attends, mais je vais préciser le truc. C'est que à la fin, j'ai fait, quand les 9 tomes ont été sortis, j'ai fait une relecture complète. Moi, j'ai tout relu. Dans la continuité. Et là, je me suis rendu compte que le niveau de québécois, il bougeait. C'est-à-dire, au début, par exemple, on faisait très peu de tu vas-tu, on n'osait pas trop. Surtout, on va-tu, parce qu'on se dit, oh, ils vont pas comprendre. Bon. Au fur et à mesure, on introduit le truc, et puis ça passait. Personne ne nous disait jamais, oh non, mais là, c'est trop. Au contraire, tu vois, les gens ils disaient, le québécois, formidable. Bon. Et donc, à la fin, ça avait bougé. Vraiment, le niveau n'était pas le même. Et là, je me suis dit, ça va pas. Il faut qu'on relisse ça, tu vois, en remettant tout au même niveau. C'est de la même façon que les personnages qui évoluent. En fait, oui, ça te fait mais suer. là, ça m'énervait. Ben, ça t'énerve aussi avec les personnages. Oui, mais bon, je vais pas tout redessiner, mais là, c'était plus facile. C'était plus facile, et puis même, il y avait une cohérence. C'est le même truc. Ouais, mais bon. C'est la même chose, en fait. Bon, en tout cas, donc, j'ai refait, moi, tout le travail, en reprenant tout, et en corrigeant tout ce qui était à corriger. Moi, je pense que tu devrais redessiner les personnages. Tout ce qui était ta gueule. Tout ce qui était à corriger. Et après, j'ai fait venir Jimmy, qui est repassé derrière moi pour relisser le tout. D'ailleurs, il m'en a enlevé. Là, il y avait des trucs, il me dit, oh non, ça, tu calme-toi, tout ça, bon, très bien. Et quand ça a été fini, j'ai regardé, et il y avait quelque chose comme 400 ou 500 bulles sur lesquelles il fallait intervenir. Sauf que l'écriture, c'était lui. Et là, il a fallu que j'aille le voir en lui disant... parce que je savais qu'il allait s'évanouir. Il faut que je te dise un truc et tout ça. J'ai réussi à le convaincre qu'il allait falloir qu'il se tape de réécrire 400 bulles. Oh la vache. Et il l'a fait. Donc voilà. Pourquoi les vectorisés, c'est pas... Non, à l'époque, c'était pas vectorisé, c'était c'est tout à la main. Donc il s'est cogné. Tu sais, c'est... Waouh. C'est parce qu'il m'aime. C'est pas... Mais voilà. vous avez fait tous les volumes d'un coup avant de les faire éditer? Non, c'est pas dans les rééditions. Non. Mais dans les rééditions, c'est réédité constamment. Donc en fait, par exemple, si vous achetez l'intégrale magasin général, les textes sont entièrement recorrigés. C'est la bonne version, la définitive, c'est l'intégrale. Là, ça a été... Mais après, si vous avez la première édition du tome 1, eh ben, c'est pas les mêmes textes que dans la 7e édition. T'as tout réécrit. Ouais. Et vous êtes toujours amis? On est toujours amis. Alors après, le grand truc, ça a été l'idée qu'on fasse des photos de... Ah oui. Alors ça, les photos, tu te dis, bon, ok, on va faire une vingtaine de... À la fin du bouquin, il y a un appareil. Il y a un album photo. Voilà. Donc, il y a un album photo. On s'est dit, tiens, on va faire 30 photos maximum. Ça n'allait pas. Il y en a eu 120. Oui, c'était pas assez. Il fallait que ça ressemble un peu à la dessiner une photo, c'est pas dessiner une case de bulles. C'est-à-dire que si je veux te prendre toi, en disant, tiens, je vais faire une case de bulles, je vais te prendre toi, puis derrière, je vais rien du tout. Quoi. Si je te prends une photo, il y a madame, il y a monsieur, il y a la bouteille, il y a tout. Il faut tout mettre dedans. Ah oui, le décor. Alors, tout le décor. Et putain, alors là, ça a été dur, hein, ça. C'était long, hein. Et en plus, moi, j'ai refait une bonne partie 2 fois, parce que j'avais commencé à le dessiner comme magasin général. Et puis, à un moment, je me suis rendu compte que ça n'allait pas. Et qu'il fallait que je trouve autre chose graphiquement pour les photos. Et que donc, je l'ai fait au lavis au lieu de le faire tu vois. Et du coup, j'ai tout redessiné, toute une partie des photos que j'avais déjà dessinées une première fois. Tu fais tout en tradi? Ouais. Oui, tout. Et donc, je les ai refaites au crayon et au lavis. T'as pas tout refait. Ah, une bonne partie. Hein. Tu t'en es rendu compte. Moi, j'en avais bien fait une À trentaine. la 92e. Non, j'ai fait une bonne trentaine. Il y en avait 120, je te rappelle. Oui, je sais. Enfin, merde, 30 quand même. 30, c'est déjà pas mal. C'est pas mal quand même. C'est pas mal. Écoute, moi j'ai refait tout le texte. Voilà.
super. Je crois qu'il y avait une question. Oui, Ah oui. je voulais savoir, quand vous allez voir votre éditeur en disant, bah voilà, on a réhomogénéisé le québécois depuis le tome 1, il réagit comment? Vous avez dû batailler pour faire passer cette idée ou... Quand on vend 1,5 million d'exemplaires, ça pose pas de problème. Ils peuvent même payer pour... Là, c'était... ils ne refusaient pas beaucoup de choses. À cette époque-là, c'était vraiment... Et vous êtes revenu le voir après, quand l'éditeur pour reparler de cette idée de faire une BD en québécois ou sur le Québec. Bizarrement, il n'a plus parlé. Non, j'ai plus entendu parler de ce truc qu'il fallait que les personnages qui parlent en français. Après. Tu parles des éditeurs, non? Oui, de personne, même toi, t'as pas trop protesté après. Une fois que t'as vu comment on avait vendu, t'as dit, oh, c'est bon. Oui, parce qu'il t'aime bien, il a pas voulu. Ouais, c'est ça, il voulait me vexer, mais bon. Donc, ouais, donc ça. Non, moi j'avais et puis surtout. Français ne puissent pas comprendre, parce que c'était pas évident. Hein. Ouais, mais en fait, ils ont compris. C'était quelque chose. Hein. Finalement, ils ont compris. Ouais. En tout cas. Mais surtout, in fine, ce qui s'est passé, et je pense entre autres grâce à ça, moi, enfin bon, bref. Mais il y a plusieurs éléments. Bon, déjà, il y a graphiquement ce qu'on a fait, qui était totalement improbable quand même. Je veux dire, cet ensemble, le fait que c'est un dessinateur qui n'existe pas, quoi, un dessinateur virtuel que, si tu veux, c'est un dessinateur qui apparaissait comme ça dans le paysage, qu'on avait vu venir de nulle part, et qui était à un niveau pas de débutant. Parce que c'était deux vieux briscards qui faisaient le truc. Donc il y avait ça, il y avait son nom sur quand même la première raison du succès au début, c'est qu'il y a son nom sur le truc, tu vois. Bon, donc voilà, il venait d'avoir le Grand Prix Angoulême, il sortait de Peter Pan, donc tu vois, c'était Dieu le Père. Bref, donc il y a ça, et après il y a l'histoire, cette histoire qui est qu'on a tricoté petit à petit, et puis enfin, je sais pas, l'histoire, elle s'est vécue, ce qu'on disait, les personnages, à un moment, ils auraient existé par eux-mêmes, tu vois, nous, on les a accompagnés. Et du coup, ce qui s'est passé, c'est que les lecteurs, d'abord, il y a eu beaucoup plus de lectrices que de lecteurs, parce que les mecs trouvaient qu'il manquait un peu d'explosion et de poursuite, donc bon, ça a été plus un bouquin pour les femmes. Et en fait, il y a eu, les lecteurs et les lectrices ont développé un rapport hyper affectif à cette série, à ces personnages. Et ça, on ne l'avait pas vu venir, quoi. Mais on a vu des trucs incroyables. Quand la série était finie, on avait des gens qui pleuraient, quand même. Et tu te rappelles le journaliste, le journaliste en Belgique, qui s'est mis à pleurer pendant l'interview. Tu te rappelles pas? Pendant l'interview, Gert. Pendant l'interview, le mec, il dit, mais alors, c'est le dernier. On est en train de faire une interview, quand même, tu vois, au petit déjeuner à l'hôtel, tu vois. Et alors... mais ça va être le dernier. Il se met à pleurer. Il a fallu qu'on aille faire des câlins. Non, mais tu les reliras. Donc on a eu plein de trucs comme ça, vraiment enfin voilà, les personnages, les lecteurs, ils étaient très, il y a eu un rapport vraiment très affectif avec cette série. C'est une sorte un peu de, ce que je dis souvent, c'est une pagnolade québécoise, quoi. L'univers de Pagnol, qui est un univers rural avec des personnages truculents qui ont une identité forte. Les magasins généraux, c'est un peu ça, quoi. J'ai une question éventuellement sur la documentation. Vous parliez tout à l'heure. Revenons aux fondamentaux. Vous parliez tout à l'heure un peu tous les trois du fait de se documenter et de se rendre compte. Je prends l'exemple du château de Chambord. Tel truc n'existait pas à l'époque. Est-ce que vous avez déjà eu aussi le problème inverse? Quand en histoire on parle du problème Tiffany, quoi, qu'on a l'impression que c'est un prénom récent alors qu'en fait il était très courant au Moyen-Âge, de se dire ah mince, ça en fait je m'y attendais pas, mais c'était très présent à l'époque, mais si je le dessine ça va faire bizarre. Ouais. Genre c'est trop moderne. Moi j'ai ça sur le magasin général. Ouais. Des fois j'ose pas, et quand je vais voir la doc, je me dis ah putain, mais en fait c'était déjà les publicités, les machins, il y avait des trucs déjà très très modernes, et on a l'impression que c'est tellement vieux, enfin pour nous, que en fait on voit toujours ça en noir et blanc en plus, et du coup on a souvent l'impression que c'est plus qu'ils vivaient moins dans la modernité que ce qu'ils étaient en réalité. T'as ça toi aussi? La princesse de Clèves, t'oses pas lui mettre un téléphone cellulaire dans les mains parce que... alors, ça a plutôt été des problèmes on revient un peu avec votre histoire des Québécois, pour la princesse de Clèves, c'était surtout une question de langage, où il y avait carrément
je sais que par exemple, on a eu le problème avec le mot maîtresse, qu'ils utilisaient très différemment à l'époque, et qui n'a plus l'équivalent. C'est-à-dire que le gars, il tombait amoureux d'une fille, il la voyait, il la trouvait belle, c'était sa maîtresse. Elle ne le savait pas, elle était pourquoi pas. Et il n'y a pas l'équivalent, en fait, de ça. Et ben, on va pas dire crush pour la princesse de Clèves, voilà. Maintenant, c'est un peu crush, mais on peut pas dire c'est mon crush. Alors, et ça, de toute façon, ça, c'est des choix qu'on fait, enfin, comme vous avez fait pour le Québécois, c'est-à-dire que est-ce qu'on fait comme dans Kaamelott par exemple où il parle comme aujourd'hui ou est-ce que voilà, et à partir du moment où on fait le choix, c'est des partis pris, on en fait plein au départ d'un album de toute façon et mais si tu les fais parler comme dans l'argot comme tu vois en verlan bref, tu vas avoir un effet comique inévitablement. Oui, voilà, c'est ça. Il faut savoir le genre dans lequel. Après, ça dépend parce que si tu parles en vieux François, c'est pas évident à lire. Hein. Non, mais c'est du vieux François Bidot, souvent, tu vois, c'est un peu. Dans La princesse de Clèves, quand tu réutilises ce qu'elle écrit, il faut vraiment l'adapter parce qu'elle est vas-y les doubles négations, et vas-y les subjonctifs et les imparfaits du subjonctif, vas-y. Et à la fin, tu comprends qu'en fait, elle voulait dire l'inverse. Enfin bon, ça y va, quoi. Il y a un vrai travail de scénario là-dessus. Mais oui et non, il peut y avoir un décalage. Si tu fais tout comme ça, tu peux avoir de l'humour, oui, mais parfois, tu peux aussi avoir juste un décalage par moment. On peut soit faire tout en restant très fidèle, nous c'est le choix qu'on fait, mais tu peux jongler un peu sur les trucs. Et après, en même temps, si tu fais tout comme on parle enfin moi je suis incapable de le faire comme on parle en 2026. Déjà quand à un moment donné j'avais fait une histoire dans Fluide pour où je reprenais les personnages des contes avec Blanche-Neige, Cendrillon et compagnie, et je m'étais dit je voulais les faire parler comme j'étais voir mon fils. Bon, alors vas-y, réécris tout, quoi. Réécris tout comme toi comme vous avec Jimmy, quoi. C'est impossible. Et mais après, ça vieillit, quoi. Donc c'est compliqué aussi parce que c'est vraiment ancré dans le temps. Alors oui, j'ai fait 4 pages où il parle comme on parlait il y a 5 ans peut-être maintenant. Ça vieillit beaucoup plus vite peut-être que même la langue de la princesse de Clèves. Mais évidemment. Aujourd'hui, ça vieillit très très vite. Ça vieillit très vite. Mon fils, il a 24 ans, il comprend pas ce que dit son petit frère de 21 parfois, quoi. Qui comprend pas ceux qui ont 15 ans, quoi. Et alors, le truc, c'est, on va les voir, on leur dit, alors, est-ce qu'on peut dire, j'ai une vie de thug. Ok, on le dit plus. C'est comme ça. Mais c'est un choix. Et je pense que c'est plus simple, enfin plus durable en tout cas, le choix qu'on a fait, oui, parce que Kaamelott reste, ça marche très bien, et en fait, ça marche aussi très bien, et ça peut durer grâce à l'humour qui fonctionne. Mais s'il avait fait ça sans humour, je sais pas si ça aurait pu perdurer, quoi. Je suis pas sûr non plus, Mais c'est compliqué parce que y a des anachronismes auxquels on peut être, par lesquels on peut être tenté en tout cas. Et parfois, en effet, là j'en ai pas qui me viennent, mais je l'ai vu dans les textes, des choses qui, on a l'impression, si on le fait, ça fait pas juste. Encore une fois, le juste et le vrai, ça fait pas juste, quoi. C'est vrai. Oui, l'important c'est que les gens n'aient pas une sensation bizarre en le lisant. C'est ça. Sauf on parlait des enculeurs de bouche tout à l'heure, qui de toute façon font toujours des pavés comme ça, dans le milieu de la BD. Mais bien sûr, mais en effet, comme disait Régis, ils sont 3, quoi. Voilà. Mais même si on écrit aussi pour eux, on les connaît. On sait lesquels c'est, et puis voilà, et effectivement, ils vont venir nous dire que là, on a fait un faux raccord et qu'ici, il y a eu... Ce ne sera jamais assez au final, parce voilà, qu'on parle de l'argot québécois, mais c'est pas la langue du magasin général, c'est pas la langue du Québec des années 30. Ben voilà, non, bien sûr, évidemment. Évidemment. Mais en fait, le truc, c'est que la langue du Québec des années 30 était beaucoup moins drôle que ce que nous on a fait. Parce que c'était beaucoup plus, en fait... mais alors après, il y a 2 niveaux de langage dans le magasin général, parce que Serge et le curé, qui sont des bourgeois, qui sont bourgeois éduqués, tout ça, ils parlent pas comme les autres. Hein. Donc voilà, c'est pas tout à fait le même truc. D'ailleurs, il y a eu un projet, enfin il y a eu même plusieurs projets, mais d'adaptation au cinéma qui ont finalement jamais abouti, comme d'habitude, les adaptations au cinéma. Et en fait, le curé et Serge étaient les 2 seuls personnages qui pouvaient être joués par des Français. Dans le truc, parce que les autres, c'était, il fallait qu'ils soient vraiment des Québécois qui parlent un peu léger, quoi. On aurait fait le même truc. Mais Serge et le truc, eux, ils ont été élevés chez les curés, et donc ils parlaient comme vous savez, les interviews des hommes politiques de la Troisième République, hein, qui parlaient en roulant les airs, comme ça. Bon, ben voilà, ils parlaient comme ça. La salle, Hein? La salle. Un peu, ouais.
Donc il parlait comme ça, c'est-à-dire que c'est pas le même... non mais René Coty, tu vois, enfin voilà, ce genre. Il y a un rythme aussi, il y a un rythme Ouais, qui c'est change ça. avec les époques. On reconnaît même, enfin en français en tout cas, on reconnaît très bien les gens qui parlent dans les années 50, qui parlent dans les années 30, enfin à partir du C'est moment. même ouf parce que j'ai entendu plusieurs fois ces derniers temps des interviews qui ont été faites dans les années 80, de jeunes dans les années 80. Ouais, c'est fou. Tu dis, mais on parlait comme ça. Mais oui. Mais putain, mais ça on n'a était plus jeunes, rien à on voir. était- Mais Et en ça plus, n'a plus rien à voir, Mais vraiment. oui. C'est Mais oui, incroyable. bien sûr. C'était vous à l'époque. Ouais, c'était vous. Ouais. Bref, alors moi, pour le dernier, les 2 derniers magasins généraux, j'ai viré Jimmy Beaulieu et j'ai engagé Nick April, ici présente, pour tout ce qui est adaptation des dialogues et tout, c'est vachement plus pratique. Quand c'est sur place, hein, Ouais, c'est mieux. Donc j'ai fait comme toi, j'ai envoyé des SMS dans la maison, parce que la maison est grande, tu vois, donc j'ai envoyé des SMS en disant tu peux monter, t'as pas. Non, tu m'appelles. Hein? Ou je t'appelle. Oui, parfois aussi, Je t'appelle. c'est plus simple parce que. Mais au téléphone. Je Ouais. t'appelle au Bah téléphone. oui, c'est ça, c'est ce que je te dis. Parce que moi, c'est pareil, il vient pas si je réponds. Ouais, tu peux venir, et donc là je peux travailler les dialogues, c'est vraiment bien parce que je peux adapter, tu vois, en temps réel, quoi. Moi je suis quelqu'un qui retravaille énormément les dialogues, jusqu'au dernier moment. J'écris un premier jet, je le mets, je dessine. Quand je fais jouer les personnages, je me rends compte que non, il ne peut pas le dire Ouais, comme ça, donc ça, je ça modifie, arrive. je Ah, ça, c'est modifie fou, ouais. le truc, et etc. Ça, encore une etc. fois, c'est le personnage Et donc qui se là, met à là jouer, j'ai ouais. son intervention qui est tout de suite, c'est-à-dire c'est vraiment pratique, tu vois, pour je vérifie en temps réel, et des fois en fonction de ce qu'elle me dit, ben ça, tu vois, je vais modifier des trucs, et voilà. Ça, et puis la gestion de la documentation aussi, parce qu'elle s'est cognée d'aller à Montréal, à la Société historique de Saint-Henri, etc. etc. Ouais, ça par Bon, contre, moi, mes voilà. enfants, ça n'a pas marché. Non. Et comment ça se passe la passation de projet entre vous deux? Entre lui et moi, il m'ignore. Oh, complètement. Non, parce qu'au départ, évidemment, par correction, il a voulu m'embarquer dans Parce son que je suis histoire. correct. Voilà, mais j'ai hors de question que je rentre. C'est fini, pour moi, c'est terminé. J'ai tourné la page. Donc il avait une idée. Je dis, Ben, c'est parce que j'avais une idée en fait. Je me suis pas dit tiens je vais faire. J'ai eu une idée. Bon, c'est vrai que c'est une idée qui est plus une idée à moi qu'une idée Loiselot compatible, on va dire. C'est moins, c'est un peu plus politique, plus ancré dans une époque, tu vois. Voilà. Voilà. Donc du coup, je lui en ai parlé, il m'a dit ben vas-y, fais-le. C'est une connerie, hein, tu devrais pas le faire, mais vas-y, fais-le. Je prends juste 45%. Donc j'ai dit. Et donc du coup, voilà, mais moi, en fait, j'en ai parlé à Casterman, et là, eux, ils ont sauté sur le truc. Ah bah tu parles, il va être content. Ouais. Donc du coup, je me suis dit, bon, bah écoute, bon, ça va me payer la retraite, il faut penser à payer les pads, donc je vais faire ça. Et puis voilà, quoi, et je lui ai donc soumis les trucs, pas trop au début, Non, parce pas que... trop, non. et au début, je voulais- savais qu'il allait me dire, ah, putain, ah ouais, non, mais là, ça va pas, là, tu devrais... Mais Non. t'as bien fait, Et d'ailleurs. il l'a fait, la première fois que je lui ai Ah bah. montré, ah ouais, mais là, Jacinthe, Hollande... Ah ouais, tu m'as dit que c'était bien. Donc, Que voilà. mon intervention est. Oui, mais tout à fait, mais bon, il en faut pas trop non plus. Non, mais justement, mais moi Et donc voilà, et on a, et Parce que du je coup le après connais, j'ai moi, voulu là-dedans, avancer pour j'aurais qu'il voit fini quand par même le faire, alors. le résultat assez avancé, tu vois, voilà. Et puis voilà, et puis finalement il est plus indulgent que moi maintenant. Tu vois. Ah oui, parce qu'ils s'en foutent les phares où ils sont. Oui, ça, Complètement. Alors, il fait ce surtout qu'il ils sont veut. placés au bon endroit chez moi. Mais on va plus s'arrêter là. Une question pour Régis sur la documentation, justement. J'ai lu dans un article que tu comptais t'orienter un peu sur un thème qui est au-dessus de l'érotisme. Oui. Et est-ce La que tu as pornographie, commencé ça la s'appelle. pornographie. Et est-ce que tu as commencé justement la documentation? Non. Non. Mais il fait pas de documentation, lui. Ah oui, c'est pas. Pas de Non, documentation. non, Alors que si. moi pour Extase par contre je travaille beaucoup sur la documentation. Non. Tu vois, Pour ce genre de choses, il faut vraiment que je il y a fasse des un trucs. moment, Voilà. il y a un moment Il faut tu- retravailler, ouais, revenir. tu peux travailler sur sais pas dire. tes souvenirs de ce que tu as fait, machin, de voilà. Et tu as des réminiscences de ce que tu as vu, que ce soit dans les films porno, dans des images, peu importe, c'est tout ça revient. Mais il y a un moment, si tu veux vraiment varier le truc, il faut quand même que tu
Tu t'étales. Bien sûr. Tu t'étales. Bah, c'est-à-dire que tu regardes un peu plus, quoi, tu vois, les positions du corps. Bon, tu vas pas faire toutes les positions du Kama Sutra. Bon, ça, tout le monde les connaît. Et puis c'est un peu alambiqué quand même. Donc il faut que ce soit naturel. Alors quelquefois, c'est vrai que j'ai visionné des capsules porno et là j'ai tiens, ça celle-là j'avais pas vu. Ça t'est arrivé? Oh, souvent même. C'est pour le travail, c'est pour le travail. C'est pour le boulot, c'est pour le boulot. Non mais ça il faut pas hésiter à faire mais de passer. toute façon, mais c'est ça en fait. Par contre c'est puant ça. Enfin, à bout d'un moment tu te dis. Oh ouais, non, t'en peux plus. T'en peux Tourne plus. tout ce porno. Voilà. Ouais, c'est ça. Mais imagine-moi pour raconter Extase. Mais on dit que Internet c'est le meilleur ami du dessinateur de BD, mais si on voit les historiques qu'on a, ça doit être à mourir de rire. Moi je te dis que c'est le pire ennemi. Ouais. Tu tombes dans les rabbit holes. Moi j'avais essayé de lancer une page sur. Je me suis pris un gros bide sur Facebook. Ouais. En demandant, en disant à tous les dessinateurs de mettre en ligne les photos qu'ils font, tu sais, les trucs justement de doc, que tu prends, c'était super rigolo quoi. Ouais. Tu vois, moi je vois les trucs que j'ai, mais c'est à mourir de rire, tu vois, mais après tu te rappelles même plus, tu vois, des fois tu regardes 5 ans avant, mais pourquoi je fais cette grimace là, c'est quoi cette position à la con? Et puis c'est parce que dans un bouquin précédemment il y a eu un truc, donc ça serait rigolo, je pense que si tous les dessinateurs mettaient ça en commun, tu vois. C'est marrant pour les expressions, je l'ai fait en les dessinant paraît-il, mais moi je sais que des fois que je parle, et lui pareil, moi je me rappelle de le voir vu dessiner où il est comme ça. Oui, moi tout le temps, surtout sur Francis. Si vous voulez rigoler, achetez Francis Blaireau-Farceur, je vous fais des D'ailleurs, si tu peux me permettre, il y a dans mon dernier bouquin, Un père, c'est vrai. Il y a une référence. Une référence à la couverture de Francis. Francis et papa. Non, c'est Francis, c'est lequel? Non, c'est Francis cherche l'amour. Cherche l'amour, voilà, parce que mon père s'appelait Francis. Et il cherchait l'amour. Il le trouvait beaucoup d'ailleurs. Et donc, j'ai fait une référence à ça, parce qu'en fait, un jour, dans une librairie où je faisais une signature, il y avait ma mère, donc l'ex-femme de mon père, et la maîtresse de mon père, qui était très copine, qui était devenue très amie après, parce que elles étaient collègues avant. Après, il y a eu un passage où elles étaient un peu moins copines. Et après, le temps faisant le truc, et elles sont tombées sur ce truc-là. Et elles étaient mortes de rire toutes les deux en regardant Francis cherche l'amour et tout. Donc voilà, j'ai dessiné cette. Donc la couverture de Francis est dans mon père. Exactement. Et là, il a toujours demandé si est-ce que la première case de Francis est redessinée ou est-ce que c'est toujours la même? Vous voulez demander, vous ne l'avez pas vu? Vous faites ça bouge un peu. Je la redessine à chaque fois. J'ai pas regardé. Je la redessine à chaque fois. Alors c'est pour une raison très simple, c'est que déjà quand je passe de la princesse de Clèves ou de Gigi à Francis, c'est un peu différent graphiquement, je ne sais pas si vous avez remarqué. Ouais. Et c'est très insensible, mais quand même. Et ça me permet d'entrer dans Francis, si je puis dire. C'est intéressant. Voilà, ça c'est ton père. Il est content. Et puis ça me permet aussi de réfléchir, de vraiment aller dans l'histoire et de réfléchir un peu à ce que je vais dessiner. Quand par exemple je vais dessiner l'écroulement du monde occidental. Tu réfléchis à ça en dessinant la première case. Mais tu réfléchis vite encore parce que tu ne dois pas mettre 3 heures pour dessiner cette case. Non, mais ça me met. Il commence à se promener et en fait il commence à m'expliquer. Il vit tout seul. Il commence à me dire ce qu'il va falloir que je fasse derrière. Ça vient comme ça, quoi. C'est lui qui amène le truc, quoi. Mais c'est toujours. Je suis une mauvaise photocopieuse parce que ça bouge un peu, mais. Oui, c'est pas évident non plus. Non, mais c'est toujours la même. Sacré Francis. C'est le moins qu'on puisse dire. C'est bon? On avait dit 1 heure, mais là.